Bon, ben, on va commencer la conférence juste avant de débuter. Je voudrais remercier les participants d'être ici pour la première conférence vraiment dans le milieu juridique et la SST. La conférence va être vraiment sur la prévention des accidents de travail et procédures en cas d'accident en contexte de télétravail qui va être donnée par Maître Marie-Michel Savard et Maître Camille Poirier. Fait que je vais les laisser se présenter, puis je vais vous dire quelques informations aussi. La présentation va vous être transmise par la suite là, par courriel. Fait que, ayez pas d'inquiétude à ce sujet-là. Puis la conférence va être également enregistrée et sera disponible là, ultérieurement pour rediffusion. Fait que je vous laisse la parole, Maître Savard Je et veux Maître juste, Poirier. ça sera pas long, Marie-Michel Oui. et Camille. Je veux juste dire quelque chose aux gens qui sont à distance. Tu sais, si vous avez des questions entre-temps ou des interrogations, pour pas couper Marie-Michel et Camille, ce qu'on peut faire, Cindy, tu me diras si je suis correct, ils pourraient utiliser le chat. Oui, Puis moi, mais je vais tout ils noter peuvent les juste utiliser, questions. c'est ça, ils peuvent juste utiliser le chat vu que c'est un mode de webinaire, ils n'ont pas d'accès au micro. Fait que, exactement, je te remercie de l'avoir mentionné. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour ma collègue Maître Camille Poirier et moi de pouvoir vous présenter aujourd'hui le sujet de l'heure, le télétravail, mais surtout contexte de santé et sécurité. Pour la présentation, Camille et moi travaillons chez Véro Dufresne Avocat à titre d'avocate en droit du travail. Véro Dufresne Avocat, c'est un bureau, un cabinet privé qui est situé à Lévis, originalement de Lévis depuis 2013 et à Québec. On est un département de droit du travail qui est composé de 3 avocates, 3 femmes, et on a aussi un département de droit de la famille et de droit civil également. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le droit du travail, santé, sécurité. Comme M. Côté l'a dit, on va prendre vos questions à la fin. On a justement réservé une période pour ce faire. On m'indique qu'on voit seulement moi, puis qu'on voit pas Marie-Michel dans l'enregistrement. Je sais pas si c'est partagé à tous. Isabelle, est-ce que tu me vois également? Oui, ben moi je vois tout le monde, mais moi j'ai un lien host là, intervenant, fait que c'est peut-être pas la même vue. Ça serait peut-être à Charles de faire dans le visionnement. Charles, es-tu capable de voir dans la galerie si on peut voir toutes Un les instant, je vais essayer de régler ça. Euh, Panélistes, j'en ai 4. Actuellement, Marie-Michel. dans la galerie, si tu peux voir l'affichage. Galerie, c'est où donc? Juste me dire vite vite. C'est où la galerie? C'est en haut, là, il y a plusieurs onglets. Ben, peut-être que les participants, je sais pas si sont capables de gérer eux-mêmes leur galerie, là, pour nous Parce voir. que moi, je vois les 4. Je vous vois Marie-Michel, Camille, Cindy et moi. Affiché? Est-ce que c'est dans affiché? Oui. Hmm. Euh, Standard? Vue spectateur, est-ce que je dis standard? Parce que j'ai suivi la vue de l'autre. Standard, côte à côte, intervenant, côte à côte, galerie. Côte à côte galerie. C'est fait. Dans notre cas. On va voir si les gens à distance peuvent nous dire si c'est mieux. J'ai pas de réponse sur le... On a indiqué Ah, qu'on voyait, oui. OK. c'est beau? Oui. Colin, Super. Bon, ben, je suis bonjour content à de tous moi là-dessus. visuels. Je sens que vous m'entendiez, mais que vous ne me voyez pas. Euh, on va pouvoir démarrer la formation dans ce cas-là. Euh, Alexandra. et, OK, parfait, super. Donc, télétravail, on sent que c'est de plus en plus populaire. Avec la pandémie de COVID-19, on a eu plusieurs entreprises qui sont retrouvées à utiliser cette option, mais il faut savoir que ça existait bien avant la pandémie. C'est simplement que maintenant, c'est de plus en plus répandu dans les entreprises. Je vais pouvoir, voilà. Et le télétravail étant une modalité du travail, c'est couvert par le cadre juridique applicable à tout contrat de travail. Donc, ça reste que le Code civil du Québec, qui est évidemment la loi générale qui s'applique aux entreprises, et la loi sur les normes du travail également s'applique aux salariés en télétravail, autant qu'en matière de travail normal. Par contre, c'est sûr qu'il y a des adaptations, il y a des modifications qui ont été adoptées, dont la loi sur la santé et la sécurité au travail,
parce que l'endroit où exécuter le travail par le salarié ne rend pas nul les droits et obligations de base des parties, mais bien entendu, il n'y a pas la même organisation, on n'est pas dans les mêmes lieux de travail non plus. Pour cette formation, on a divisé en différentes sections. Premièrement, bien, on va vous expliquer c'est quoi le télétravail. On comprend un peu plus aujourd'hui qu'est-ce que c'est, mais on veut quand même vous rappeler les aspects plus de nature juridique qui encadrent le télétravail. Le cadre légal aussi, les modes de prévention des accidents, les méthodes. On sent que les employeurs et bien entendu les employés doivent être guidés sur ces méthodes de prévention. On va parler qu'est-ce qui constitue un accident de travail, même en contexte de télétravail. Donc, la présomption de l'article 28, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles trouve aussi application. On va débroussailler ça avec vous. Les critères de l'événement imprévu et soudain à l'occasion du travail, qui reste également aussi un principe applicable en matière de télétravail. Des exemples de la jurisprudence récente. On va faire aussi un tour de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il survient un accident et après l'accident, ce que l'employeur et l'employé sont en obligation de voir. Et on va terminer avec la conclusion et des recommandations aussi sur l'aspect du télétravail. Bien entendu, une période de questions va terminer la présentation. Avant de débuter, on tenait quand même à vous faire un petit avertissement. Comme Anne-Michel l'a expliqué, là, le télétravail, c'est quand même récent. Oui, ça existe depuis longtemps, mais la pandémie de COVID-19, là, comme on le sait tous, a beaucoup fait augmenter tout ce qui est la jurisprudence à ce niveau-là. Ce moment ayant eu lieu quand même récemment, là, les tribunaux sont loin d'avoir répondu à toutes les interrogations qui sont en lien avec le télétravail. Donc, aujourd'hui, on va vous exposer les différentes composantes du télétravail selon les analyses qui ont été faites actuellement par les tribunaux, mais il y a quand même beaucoup de changements à venir là, dans ce domaine-là précis. Donc, on va commencer avec les définitions du télétravail, comme on a vu par Marie-Michel tantôt. Il y a plusieurs définitions qui existent. Donc, on a commencé avec le Larousse, qui définit le télétravail comme une activité professionnelle qui est exercée à distance de l'employeur grâce à l'utilisation de la télématique. La télématique, là, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas la définition, c'est l'ensemble des techniques et des services qui associent les télécommunications et l'informatique. Donc, c'est une définition un peu plus large. On est quand même allé chercher la définition du ministre du Travail qui, lui, de son côté, indique que le télétravail permet à un employé d'accomplir une partie ou la totalité de son travail à l'extérieur de l'établissement appartenant à l'employeur. Donc, déjà, on est un peu plus précis ici. L'employé exécute normalement ses tâches à partir de son domicile et transmet les résultats de ses activités lors de son passage au bureau ou en utilisant les moyens de télécommunication disponibles. Télécopieurs, de moins en moins populaires, téléphone, courrier électronique, etc. On a aussi la définition de la doctrine en tant que telle. Donc, c'est un peu l'ensemble des auteurs, avocats, juges, juristes qui ont analysé beaucoup de jurisprudence qui sont liées aux accidents du travail en télétravail, puis qui ont monté une définition avec l'analyse de tout ça. Donc, le télétravail, c'est une modalité de télétravail, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une façon d'organiser le travail. Ça ne change pas la relation juridique entre un employeur et le travail, comme Marie-Michel le dit au début de la présentation. Donc, la majorité des auteurs, ils s'entendent sur une définition qui ressemble à celle-ci. Le télétravail est exécuté par un travailleur au sens de la LATMP, qui est la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et puis, on va revenir avec les articles importants de cette loi-là plus tard dans la présentation. Donc, au sens de la LATMP, à l'extérieur de l'établissement de l'employeur, le travail ainsi fait est généralement exécuté au domicile du travailleur, mais il peut également être exécuté dans d'autres lieux comme une bibliothèque, un café, un restaurant, un bureau partagé, etc. Le travail peut également être exécuté par le travailleur à partir de n'importe où dans le monde. Finalement, pour être en présence du télétravail, le travail de production ou de communication doit être exécuté avec les moyens technologiques modernes, donc courriel, Internet, télécopieur, téléphone intelligent, Zoom, Teams, etc.
On passe maintenant au cadre légal. Je voulais faire une petite distinction pour les entreprises qui seraient de compétences provinciales ou les entreprises qui sont de compétences fédérales. Pour vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par compétences provinciales et compétences fédérales, tout d'abord, au Canada, il y a une distinction avec les entreprises qui découle de la répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces. Selon la Constitution du Canada, et ça dépend des niveaux de gouvernement qui a l'autorité sur certains domaines et types d'entreprises. Vous avez peut-être déjà entendu que les compétences fédérales sont différentes des compétences provinciales. Donc, les entreprises qui sont, par exemple, de nature à transcender les frontières provinciales ou qui ont une importance nationale vont être de compétences fédérales. On parle de transports interprovinciaux, transports internationaux, donc des compagnies aériennes, chemins de fer, des autobus interprovinciaux et certains aspects du transport maritime. On parle aussi de radio, diffusion, communication, entreprises de radio, télévision, fournisseurs de services de télécommunication, les banques, qui sont les institutions financières réglementées au niveau fédéral et non les caisses comme la Caisse des Jardins, c'est différent, et les services postaux. Donc, pour ces entreprises qui sont de compétences fédérales, il y a la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles qui s'applique quand même, mais pas la loi sur la santé et la sécurité au travail. Ça reste que pour la majorité de notre présentation, c'est la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles qui trouve application pour ce qui est de l'indemnisation et la définition des accidents du travail. Mais c'est quand même une particularité parce que c'est par des ententes intergouvernementaux que la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles s'applique aux entreprises qui ont un siège social au Québec. Donc, une banque, par exemple, qui a un siège social au Québec et dont l'accident qui se produit au Québec va quand même se voir appliquer la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Pour ce qui est des entreprises de compétences provinciales, on parle de toutes les autres entreprises, presque. Donc, les entreprises de commerce de détail, les entreprises comme les cabinets professionnels, par exemple, vont être soumises à la loi sur la santé et sécurité et à la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles et tout le cadre normal. Donc, c'est simplement une distinction pour que, dépendamment où vous vous trouvez, vous puissiez là, être bien orienté face à ces distinctions-là. Voilà. Donc, si je reviens à l'aspect plus de cadre légal en matière de télétravail, comme Camille l'a dit, c'est une modalité, donc il n'y a aucune législation particulièrement, un règlement ou une politique claire qui a été adoptée en lien précisément avec le télétravail. Donc, on y va avec des règles qui sont générales, mais qui s'appliquent quand même en matière de prévention et d'indemnisation d'accidents du travail. En télétravail, c'est à peu près les mêmes principes, donc le même cadre légal qui s'applique. On a le Code civil du Québec, comme vous le voyez à l'écran, qui prévoit selon l'article 2087 que l'employeur est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée. Il doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié, ce qui reste donc l'obligation de l'employeur d'assurer un milieu de travail sécuritaire. On a par la suite la loi qui est elle qu'on va utiliser majoritairement dans le reste de notre présentation, qui est la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles. Pour ce qui est de l'article 7, c'est là qu'on explique là, que la loi s'applique aux travailleurs victimes d'un accident de travail survenu au Québec ou d'une maladie. Habituellement, là, en ce qui a trait au télétravail, ça va être plus des accidents qu'on va aborder dans la présentation, mais ça peut aussi une maladie. Puis évidemment qui se déroule au Québec, dont l'employeur a un établissement au Québec lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée. Après, l'article 2 est l'article assez utilisé aussi, puisqu'on y a des définitions de qu'est-ce qu'est un travailleur, qu'est-ce qu'est un employeur à laquelle la loi va s'appliquer, et aussi l'établissement qui renvoie à la définition dans la loi sur la santé et sécurité du travail,
qui est celle que vous voyez à l'écran. Donc, on va utiliser plusieurs articles. On va essayer de ne pas trop faire ça compliqué, là, mais du moins, vous aurez la présentation pour pouvoir vous pouvoir relire les articles applicables. On va en reparler aussi au courant de la présentation. Ensuite, on a la loi sur la santé et la sécurité au travail, donc la LSST, dont on a déjà discuté. La LSST, il y a eu un ajout tout récent en 2021 à cette loi-là, où c'est un ajout de la notion de télétravail. Donc, je pense qu'on l'a indiqué, oui, sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment en regard au lieu de travail, les dispositions de la emploi s'appliquent aux travailleurs qui exécutent du télétravail et à son employeur. Vous remarquerez qu'encore ici, on n'a pas explicitement donné la définition de télétravail, donc on fait seulement indiquer que le reste de la loi va s'appliquer avec les adaptations nécessaires. On trouvait important aussi de vous indiquer que dans la loi sur la santé et la sécurité, il y a un article qui prévoit les obligations du travailleur. Donc, lui-même doit prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa sécurité, puis participer à l'identification et à l'élimination des risques. Donc, ça peut être pertinent aussi, vous allez voir tout au long de la présentation, d'inclure les salariés à ce processus-là. Ensuite, il y a l'article 51 qui indique que c'est l'employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité de son travailleur. Donc, en termes de télétravail, l'employeur demeure tenu de s'assurer que ses méthodes de travail et les méthodes de travail de ses employés sont sécuritaires et notamment que l'aménagement de l'espace de travail soit organisé de façon à assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Ensuite, il faut changer de diapo. On a l'article 124 du Code du travail qui s'applique pour les milieux de travail qui sont syndiqués, donc les gens qui ont des syndicats. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et sécurité au travail. Fait que vous pouvez voir que ça se recoupe beaucoup, là, ça se ressemble beaucoup. On a l'article 47 de la Charte des droits et libertés de la personne, 46, qui est la Charte québécoise, qui indique que toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité, son intégrité physique. Puis, on a le code criminel. Je pense que c'est une information qu'il y a peut-être moins d'employeurs qui savent, mais il y a un article, l'article 217.1, qui indique qu'il incombe à quiconque dirige l'accomplissement d'un travail ou l'exécution d'une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessures corporelles pour autrui. C'est sûr que c'est des cas plus rares, puis on parle beaucoup de négligence grave pour que ça aille dans le code criminel, mais on tenait quand même à vous informer que cette disposition-là existe. On passe maintenant aux méthodes de prévention qui sont plutôt des conseils ou des recommandations, puisque la jurisprudence est encore très préliminaire sur ce qui est des bonnes méthodes de prévention. On va plutôt parler dans la jurisprudence qu'on a noté de situations qui en venaient à un accident et de questionner donc si effectivement on rentrait dans les conditions d'accident du travail. Donc, les méthodes de prévention, bien entendu, sûrement que c'est quelque chose que vous avez entendu parler, les politiques de télétravail ou ententes de télétravail. Donc, ça reste que les mêmes obligations, comme on disait, les mêmes droits de l'employeur s'appliquent même en contexte de télétravail. Certainement que vous le savez aussi que comme l'employeur n'a pas de droit de regard aussi imposant qu'en milieu de travail normal, il y a quand même des choses peut-être qui doivent être circonscrites dans une politique de télétravail pour s'assurer que l'employé respecte donc le travail nécessaire, donc fournit sa prestation de travail, mais aussi un milieu de travail qui est sécuritaire. Donc, la politique de télétravail, qui est une politique comme une politique sur l'harcèlement, par exemple, peut contenir, c'est que c'est une possibilité pour l'employeur de conserver son droit de supervision auprès des employés sur les activités professionnelles qu'ils exécutent en contexte de télétravail, puis c'est de venir vraiment baliser le droit à venir vérifier le lieu du travail du travailleur parce que, puisqu'il est à la maison, vous en doutez, l'employeur n'a pas autant de droit de regard sur ce que peut contenir le milieu de travail de l'employé puisque c'est son domicile, c'est sa vie privée. On a une question, je ne sais pas si tu veux y répondre tout de suite, c'est en lien avec les politiques de télétravail.
Peut-être la garder pour la fin, vu qu'on a conservé une période de questions. Là, inquiétez-vous pas, on va passer au travers de tout ça. Je me suis certaine que ça va susciter beaucoup d'interrogations. Si ce n'est pas répondu au cours de la présentation, soyez assurés, on va y répondre. J'en viens maintenant au guide d'aménagement du poste de télétravail et d'identification des risques qui peut regrouper aussi la politique de télétravail. Là, ça peut être des mesures qui sont intégrées l'une à l'autre ou qui sont complémentaires. C'est un outil effectivement précieux pour s'assurer que les milieux de travail à domicile soient aussi sûrs et ergonomiques que possible. Ce guide peut aider aussi les employés à configurer leur espace de travail de manière à minimiser les risques de blessures, améliorer la productivité, ça va sonner intéressant pour la majorité d'entre vous, puis maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, puisque vous ne serez pas sans savoir que lorsqu'on a notre milieu de travail à la maison, ça peut être tentant de travailler même en dehors des heures normales. Donc, quelques petits éléments essentiels qu'on pourrait trouver dans un tel guide qui pourrait aussi se retrouver dans la politique là, en termes de télétravail. Bon, définition assez claire de ce qu'est le télétravail, les bénéfices et les défis aussi du télétravail peuvent être des éléments intéressants à intégrer dans ce genre de politique. Les critères d'éligibilité. Donc, qui peut faire du télétravail et dans quelles circonstances? Les règles et les attentes, est-ce que ça reste les mêmes que les heures de travail normales, la disponibilité, les communications, les respects des délais aussi en ce qui a trait des attentes pour la prestation de travail. Après, tout ce qui est l'aménagement, le choix du lieu de travail. Est-ce qu'on permet à un employé de travailler dans sa cuisine? Est-ce que c'est simplement dans un espace de bureau avec un bureau aménagé, un espace fermé? Le mobilier ergonomique, la recommandation pour les choix d'un bureau, une chaise ergonomique, le positionnement de l'équipement, donner des conseils sur la disposition correcte de l'ordinateur, le clavier, la souris, l'écran, même pour éviter la fatigue oculaire ou les troubles musculo-squelettiques. Tout ce qui est de l'équipement et les technologies, donc liste des équipements et logiciels essentiels pour le télétravail. Est-ce qu'on veut que l'employé aille plusieurs écrans, par exemple? Et le soutien technique, information sur l'assistance technique disponible pour les gens en télétravail, puisque comme ils sont à la maison, ils n'ont pas autant là, la facilité de pouvoir communiquer avec les personnes lorsqu'il arrive un problème technique. L'identification et la gestion des risques, c'est un autre élément qui peut se retrouver dans une politique de télétravail. Donc, les risques ergonomiques, identifier des risques liés à une mauvaise posture ou à un équipement qui est inadéquat. Les risques psychosociaux, bien entendu, gérer des risques tels que l'isolement, le stress, la surcharge de travail. La sécurité informatique, donc des conseils pour assurer la sécurité des informations et des systèmes informatiques à domicile, parce qu'on n'a pas autant le même regard à titre d'employeur lorsqu'un employé est à domicile sur la sécurité informatique. Sur l'aspect peut-être plus direct des accidents de travail, bon, prévention des accidents et des blessures, quelques conseils de sécurité, comment prévenir les accidents domestiques courants, puis les premiers secours, s'il arrive un accident, c'est quoi les informations de base pour les premiers secours et quand chercher de l'aide médicale. Bien sûr, la formation et les ressources qui sont disponibles aux employés, donc offrir des formations sur l'ergonomie, la gestion du stress et les bonnes pratiques du télétravail. Et la politique ou le guide peut avoir de la documentation ou de l'aide supplémentaire, par exemple, fournir des liens vers des guides, des vidéos, des tutoriels pour aider à configurer un espace de travail à domicile sécuritaire. Tout ça est bien beau, mais bien entendu, il faut faire des évaluations régulières. Donc, il faut regarder assez régulièrement ou faire des suivis auprès des employés sur l'organisation, l'aménagement de leur espace de travail, puis aussi de demander leur avis sur qu'est-ce qu'ils considèrent être préférable de conserver, qu'est-ce qu'ils considèrent qui devrait être modifié pour que, encore une fois, l'espace de travail soit de plus en plus sécuritaire. Vous le voyez, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être prévues dans une politique, des guides d'aménagement du poste de télétravail, l'identification des risques. Ça reste des conseils. Plus vous allez, je dirais, travailler à établir une politique ou un guide qui est structuré, qui est détaillé, le mieux
Vous allez le voir dans les exemples jurisprudentiels, vous allez être en mesure d'évaluer vos risques, puis qu'est-ce qui pourrait, bien entendu, être un élément un accident qui surviendrait, puis être en mesure de réagir aussi en situation d'accident. C'est le genre de mesures aussi qu'on fait avec nos clients, là, de mettre en place une bonne politique, puis de les renseigner sur qu'est-ce qui pourrait être des éléments à intégrer, dépendamment du milieu de travail, là, dans la politique de télétravail. Un élément que je voulais rajouter aussi, que je vais passer là, un peu rapidement, mais s'il y a des questions à cet égard-là, je pourrais m'y attarder, c'est la répartition des coûts. Ça ne touche pas nécessairement la gestion des accidents de travail en milieu de télétravail, mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup de questions qui nous sont posées en qu'est-ce qu'on répartit comme coût pour l'achat du matériel en télétravail entre l'employeur et l'employé. La règle de base, c'est que la loi sur les normes indique qu'il ne faut pas que l'employé ait un salaire qui est en dessous du salaire minimum parce que l'employeur lui exige de faire l'achat de matériel pour son travail. Toutefois, il peut être intégré, encore une fois, dans la politique ou le guide, les coûts ou les objectifs ou le matériel qui doit être de la charge de l'employeur par l'employé. Comme je vous disais, je vais passer rapidement, mais s'il y a des questions additionnelles là-dessus, je pourrais donner des conseils, puis on pourrait aussi s'y attarder plus longuement un peu plus tard. OK. La autre méthode de prévention, on a parlé premièrement des politiques du guide, donc plutôt des natures de conseils de prévention qui sont écrits. Après, c'est la vérification du poste du travail du salarié. Il est essentiel que le salarié donne son consentement. Il peut le retirer à tout moment. Et c'est le genre de choses aussi qui peut être prévu dans la politique de télétravail, que le salarié consent à l'avance à ce que l'employeur fasse une vérification de son poste de travail. Mais c'est essentiel que l'employé soit d'accord. Comme je vous le rappelle, ça reste son domicile. Donc, l'employeur est limité quand même sur ce qu'il peut obliger ou ce qu'il peut avoir comme vérification du poste du travail du salarié. Donc, vérification sur place, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très utilisé, mais c'est possible de le faire. Je répète, le salarié doit être d'accord pour qu'il y ait une vérification qui soit faite chez lui directement. Et on doit informer l'employé à l'avance qu'une personne en charge va venir vérifier son domicile, son milieu de travail plus spécifiquement. Donc, il faut lui dire la personne en charge, la date, l'heure et le déroulement prévu. Et comme je vous expliquais, le salarié peut retirer son consentement. Ça reste que si c'est mentionné dans la politique et qu'on respecte ces éléments-là, le salarié a quand même une obligation de collaborer. Il y a la vérification par photo ou par visioconférence, qui est une méthode qui est largement utilisée où l'employeur va se connecter avec l'employé à distance et va venir vérifier quelques éléments de son milieu de travail. Il y a aussi une vérification périodique qui peut être faite avec des documents à remettre à l'employeur ou un espèce de sondage ou un espèce de questionnaire qui va être posé à l'employé sur son espace de travail. Et dernier élément qui est plus rare, mais qui peut être utilisé, c'est la vérification par un inspecteur de la CNSST. Et ça, c'est la loi sur la santé et la sécurité au travail qui le permet. On a soit le consentement du salarié ou si on n'a pas le consentement du salarié, il faut avoir un ordre de la cour. Il faut prouver qu'il y a un danger qui met en péril la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychologique du travailleur. Donc, c'est pas la méthode qui va être largement répandue, mais ça reste quand même une possibilité si on sent que le travailleur est dans un milieu qui est tellement néfaste que c'est dangereux pour sa santé. On rajouterait aussi que, juste avant de passer aux accidents du travail, c'est sûr que ça dépend du type d'emploi aussi que vos salariés ont. Plus l'emploi nécessite une confidentialité, comme par exemple, nous, les avocats, il y a beaucoup d'obligations de confidentialité dans notre métier. Donc, la politique peut être plus sévère, plus rigide que pour d'autres types de métiers.
Par exemple, on peut demander d'avoir un classeur qui est barré. Ça se module beaucoup, là, donc dépendamment de l'emploi que de vos salariés. Donc, ensuite, pour l'accident du travail, ça va être la partie qui est un peu plus juridique de la présentation. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, là, on va y répondre. Puis, on a essayé de le vulgariser là, pour que ce soit compris le plus facilement possible. Donc, c'est l'article 2 de la LATMP qui définit l'accident du travail, soit un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause survenant à une personne par le fait ou à l'occasion du travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. Donc, on a 3 critères. Le premier qui est l'événement imprévu et soudain. Le deuxième qui est la survenance par le fait ou à l'occasion du travail d'une personne. Et le troisième critère qui est le lien de causalité doit entraîner une lésion professionnelle. Les éléments 1 et 2, donc l'événement imprévu et soudain et à l'occasion du travail, sont les éléments qui posent le plus problème lors de l'analyse de la présence d'un accident en contexte de télétravail. Lorsqu'on va faire la revue de la jurisprudence, on va bien défaire les critères, puis vous allez voir, vous allez bien comprendre, ça s'en vient. Je débute avec la présomption de l'article 28 de la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles. Ce qu'on veut dire par la présomption, c'est que dès qu'on remplit les critères de base, il y a on va dire une facilité qui est mise en place pour l'employé de venir démontrer qu'il a bien subi un accident du travail. Comme vous le voyez, là, c'est une blessure qui arrive sur les lieux de travail alors que le travailleur est à son travail et présumé une lésion professionnelle. Il y a 3 éléments qu'il faut être en mesure de prouver. C'est l'employé qui a le fardeau de le faire. C'est que le travailleur a subi une blessure sur les lieux du travail alors qu'il était à son travail. Petite distinction qui a été énoncée par la jurisprudence, on l'a mis à l'écran, c'est le crime des déjeuners du Québec contre Frappier en 2009. À l'époque, c'était la Commission des lésions professionnelles qui est aujourd'hui le tribunal administratif du travail et que tout était regroupé ensemble. Donc, comme vous le voyez, 2009, donc ça date d'avant la pandémie. C'est pourquoi le télétravail existait. C'est les mêmes principes qui s'appliquent aujourd'hui. Donc, il est faux d'affirmer, comme le fait la CSST dans sa décision rendue à la suite d'une décision administrative, que la présomption de l'article 28 de la loi ne s'applique pas parce que la travailleuse est à son domicile lors de la survenance de l'événement et donc qu'elle n'est pas à son travail. Puisque la travailleuse fait du télétravail, son domicile doit être considéré comme étant les lieux du travail. Ce qui revient à dire qu'on soit en télétravail ou au domicile de l'employeur, ça reste que le lieu de travail est maintenant le domicile. Donc, la présomption de l'article 28 s'applique quand même puisque, comme la jurisprudence le précise, le domicile et les lieux du travail. On va voir aussi ce qu'on entend par domicile. Est-ce qu'on y va à l'extérieur du domicile? Est-ce que ça comprend tout le domicile, l'escalier, la cuisine? Est-ce qu'on se restreint simplement au bureau de travail? Vous allez voir, la jurisprudence a eu à se pencher sur la question. Mais ça reste que pour ce qui est de la présomption, c'est possible de le prouver, même étant en contexte de télétravail. Ensuite, on va passer aux critères. Les critères, c'est sûr que j'ai expliqué tantôt, ces critères-là s'appliquent dans les cas où la présomption, elle, ne s'applique pas. Donc, quand on est capable d'utiliser la présomption pour prouver qu'il y a un accident du travail, on va passer par l'article 28 que Marie-Michel vient de vous expliquer. Sinon, on va devoir prouver les 3 critères là, pour démontrer qu'il y a une lésion professionnelle. Donc, le premier critère, qui est l'événement imprévu et soudain. L'événement qui cause la blessure du salarié en télétravail doit revêtir un caractère imprévu et soudain. Il faut rechercher le caractère objectivement particulier, singulier, anormal ou inhabituel de l'événement. Attention, c'est l'événement qui doit revêtir un caractère imprévu et soudain et non la blessure. On va avoir un jugement tantôt qui va expliquer cette distinction-là. Les lois en vigueur et la jurisprudence qui sont applicables en l'espèce ne vont pas jusqu'à exiger que l'événement soit imprévisible, extraordinaire ou exceptionnel.
Un événement qui est prévisible peut quand même être imprévu au moment où il arrive, et ce dernier critère-là est suffisant au lieu de la jurisprudence. Le deuxième critère, c'est la survenance de l'accident à l'occasion du travail. Lorsque l'employé exerce sa prestation de travail à distance, en télétravail, il peut être plus complexe de déterminer dans quelle sphère il est. Donc, est-ce qu'il est dans la sphère professionnelle ou dans la sphère personnelle? Est-ce qu'il est entre les deux? Est-ce qu'il se rend un à l'autre? D'autant plus qu'il existe plus de changements entre les deux sphères lorsque l'employé est à la maison dans son domicile que lorsqu'il est dans le domicile de l'employeur, l'établissement de l'employeur. Il y a plusieurs critères qui ont été développés par la jurisprudence québécoise pour aider un tribunal qui fait face à un accident du travail pour déterminer s'il est survenu ou pas à l'occasion du travail. Ces critères-là sont habituellement utilisés dans un contexte où le salarié travaille dans l'établissement de l'employeur, donc il faut les adapter au contexte du télétravail. Les critères que je vais vous nommer ne sont pas exhaustifs ni cumulatifs et ils ne doivent pas être obligatoirement tous rencontrés. Surtout, c'est les critères 5 et 6, donc ceux qui sont mis en gras, qui vont être plus analysés par le juge lors de l'audition. Il appartient au tribunal d'en vérifier l'application au fait de chaque cause. Il peut aussi les appliquer dans n'importe quel ordre. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, au début, on va regarder le lieu de l'événement. C'est sûr qu'en mode télétravail, la résidence privée devient le lieu de travail où le travailleur exerce ses fonctions. Le moment de l'événement, donc, encore une fois, est-ce que c'était dans la sphère personnelle, la sphère professionnelle? Est-ce qu'on passait d'un à l'autre? La rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'accident, est-ce que le travailleur était rémunéré ou non, peut avoir un impact pour décider si c'est un accident du travail ou pas. L'existence et le degré d'autorité de l'employeur ou le lien de subordination du travailleur. Le lien de subordination, c'est le fait que l'employeur peut donner des consignes à son employé. Donc, et ensuite, les deux critères les plus importants, donc la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire, facultative aux conditions de travail. Donc, la finalité de l'activité qu'on fait au moment où est-ce qu'on a un accident de travail doit être suffisamment reliée au travail pour permettre de conclure qu'il ne s'agit pas d'une activité personnelle. Le tribunal doit rechercher le but visé par l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement. Donc, on regarde vraiment ce qui se passe au moment où il y a l'accident. Si le but recherché ne s'inscrit pas dans le cadre des activités, des attentes, des préoccupations, des objectifs de l'employeur, elle ne fera sûrement pas partie de la sphère professionnelle, elle va faire partie de la sphère personnelle et donc elle ne pourra pas être considérée comme étant survenue à l'occasion du travail et donc être considérée comme étant une lésion professionnelle. Par exemple, si l'employeur impose un horaire de travail qui comprend des pauses repas, le temps de pause peut être considéré comme étant à l'occasion du travail. On va voir tantôt des exemples plus précis de ce fait-là. Puis le 6e critère, qui est le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail. Donc, le lien entre les deux. Comme je vous expliquais, le tribunal attache une plus grande attention au critère numéro 5 et 6. Dernier critère pour ce qui concerne l'événement imprévu et soudain à l'occasion du travail, c'est qui donne lieu évidemment à une lésion professionnelle, un accident de travail ou une maladie. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'événement imprévu et soudain à l'occasion du travail et la lésion professionnelle. Ça reste que le tout est sur les épaules du travailleur. J'ai mis une image qui démontre qu'en milieu de télétravail, on a toutes sortes de distractions. Autre qui peut venir de la sphère professionnelle, qui peut venir de la sphère personnelle. Donc, c'est là à voir, est-ce que l'accident, la lésion qui se produit est en lien avec un événement imprévu et soudain à l'occasion du travail ou qui est plutôt à l'extérieur, qui découle plutôt d'un élément de nature personnelle. Des fois, la limite, la distinction n'est pas évidente à faire, mais ça reste quelque chose qui doit être démontré. Et peu importe qu'on soit en contexte de télétravail ou non, et comme en l'occurrence, on est en contexte de télétravail, c'est quand même des situations pour lesquelles ça peut être plus délicat à démontrer. Premier exemple qu'on a noté de la jurisprudence, qui est une décision Air Canada contre Gentile Patty, une décision de 2021, donc on était encore en pandémie, c'était les débuts.
a été entendu par le tribunal administratif du travail. Le poste de la salariée, c'était une agente à la clientèle pour la compagnie d'Air Canada. Et elle exerçait son emploi chez elle en télétravail à partir du premier étage de son domicile. Lors de sa pause dîner, elle se débranche de son poste, elle quitte son aire de travail, donc son bureau de travail, elle emprunte l'escalier de sa résidence pour aller dîner au rez-de-chaussée. Donc, elle descend les escaliers et environ vers la 5e marche, elle perd pied et tombe sur le côté gauche. Elle communique immédiatement avec son superviseur pour informer de l'incident, puis elle remplit un rapport d'incident. Donc, la question, c'est est-ce que c'est un événement imprévu et soudain qui est survenu à l'occasion du travail? Si on n'a pas eu d'informations ou le tribunal n'a pas retenu que la présomption s'appliquait. Donc, il faut vérifier si c'est les 3 critères qu'on vous a mentionnés tout à l'heure, événement imprévu et soudain, à l'occasion du travail et existence d'une lésion professionnelle, d'une ouverture à la travailleuse pour se faire reconnaître à titre d'un accident de travail. C'est sûr, c'est sûrement des questions, c'est sûrement des situations où vous vous êtes interrogés. Et dans les circonstances, comme vous voyez à l'écran, le tribunal a déclaré que la travailleuse avait effectivement subi une lésion professionnelle. Je vais vous expliquer en quoi la Cour en est arrivée à cette conclusion-là. En ce qui concerne l'événement imprévu et soudain qui a été soulevé au paragraphe 10 de cette même décision, c'est que dans le présent dossier, puisque l'incident survient alors que Mme Gentile Paty se débranche de son lien informatique avec l'employeur et descend l'escalier pour se rendre au rez-de-chaussée pour dîner, il y a lieu de déterminer qu'il s'agit d'un événement imprévu soudain survenu à l'occasion du travail. Bon, OK, dit comme ça, on ne comprend pas trop le concept, là. C'est que si on reprend les critères que Camille a élaborés tout à l'heure, c'est bien qu'elle n'était pas rémunérée, donc on ne remplissait pas l'élément de rémunération parce qu'elle était à sa pause dîner, qu'elle était dans sa résidence privée. Elle s'apprêtait elle s'apprêtait même à effectuer une activité de nature personnelle. Donc, on avait des éléments qui démontraient qu'elle n'était pas rémunérée, elle était dans sa résidence privée, puis elle s'apprêtait à effectuer une activité de nature personnelle, d'aller dîner. Par contre, ce qui a été retenu comme faisant partie à l'occasion du travail, c'est qu'elle était obligée de se retrouver à son domicile entre 6h et 13h pour remplir ses obligations professionnelles. C'est ce que l'employeur lui avait imposé. Et qu'à l'intérieur de cet horaire imposé, l'employeur lui permet de prendre des pauses et une période de temps pour dîner. Les pauses font donc partie de l'organisation du travail déterminée par l'employeur. Et de plus, il y a une proximité temporelle entre la déconnexion et la chute. On est quelques minutes après, là. On n'est pas pendant, oui, on est pendant la pause, mais c'est vraiment très, très proche le lien. C'est sûr que ça pourrait peut-être être contesté du point de vue d'un autre juge, mais dans le cadre de cette situation-là, on était vraiment dans un contexte où la Cour a retenu que c'est un accident du travail. Enfin, quant à l'activité là, elle-même de se nourrir, donc d'être en pause, d'être en train de consommer un repas, il y a lieu de questionner, comme je vous disais, si celle-ci relève de la sphère professionnelle ou personnelle et si l'employeur en retire un certain bénéfice. Puisque la chute survient non pas au cours de cette activité, mais lorsque Mme Gentile se dirige pour dîner. Okay. Il y a quand même des éléments qui restent à se questionner, mais dans la situation, la Cour a quand même retenu qu'on était dans une situation de lésion professionnelle. Autre décision, c'est Desrochers contre Agence du revenu, qui est une décision pré-pandémie. Donc, on est en 2011, la Cour des lésions professionnelles. Maintenant, le TAP, le tribunal administratif du travail, a eu à se pencher sur une situation en contexte de télétravail. La salariée occupait un poste de vérificatrice financière chez l'employeur, l'Agence de revenus du Canada. Et dans le cadre de ces fonctions, la salariée se voit confier des dossiers sélectionnés pour vérification. Elle a 3 milieux de travail.
selon, dans le cadre de ses fonctions. C'est vraiment identifié comme dans 3 milieux de travail. Parfois, elle doit se rendre chez les contribuables pour s'assurer que les dépenses déclarées sont valides. Elle consacre habituellement 1 journée par semaine à ces déplacements-là. Elle se rend aussi au bureau de son employeur environ 1 journée par semaine. Les autres journées, la salariée travaille à un bureau aménagé à même son domicile, avec l'accord express et bien entendu de son employeur. La salariée devait déplacer son matériel de travail d'un lieu de travail à l'autre. Donc, ça vous met un petit peu le topo là, que dans un contexte où on a plusieurs milieux de travail, là, vous allez voir où j'en viens, là, ça peut être plus difficile et c'est vrai que c'est important de bien circonscrire là où on doit, là, évidemment, l'employeur doit bien évaluer les risques, il doit bien mettre en place une structure pour éviter que des situations d'accident se produisent, parce que l'employé se déplace énormément. Donc, l'événement qui s'est produit, c'est que la salariée arrive un matin au travail avec son porte-document muni d'une roulette. Donc, ça doit être un porte-document assez grosse envergure et une poignée extensible qu'on appelle évidemment une valise. Lorsqu'elle quitte les lieux du travail vers 15 heures, elle remplit sa valise de documents dont elle a besoin et dépose la valise dans le coffre arrière de sa voiture. Elle arrive à son domicile vers 16 heures, elle stationne son véhicule dans l'allée de la résidence et elle sort de son véhicule afin d'aller chercher la valise dans le coffre arrière. C'est en soulevant la valise du coffre de son auto que son dos bloque complètement. Et donc, son conjoint doit même l'aider à se rendre à la maison. On se demande, est-ce qu'il s'agit d'un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail? On revient aux éléments, là, aux 3 critères à prendre en compte. Bien entendu, on a un événement qui s'est produit, à savoir est-ce que c'est un événement imprévu et soudain, et aussi à savoir si c'est à l'occasion du travail. Encore une fois, dans les circonstances, le tribunal en vient à la conclusion que la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Je vais vous exposer encore une fois les critères, les motifs qui en sont venus à cette conclusion. Le tribunal a déterminé qu'il s'agit d'un événement imprévu et soudain, même si la salariée effectuait ce mouvement à presque toutes les semaines depuis plusieurs années, parce que c'est pas l'événement en lui-même qui était imprévu et soudain. Donc, une revue de la jurisprudence, comme vous voyez à l'écran, permet de recenser un bon nombre de décisions ayant statué qu'un accident du travail peut fort bien survenir dans le cadre de l'exécution normale et habituelle de la tâche, que l'absence de faux mouvements déterminés et caractérisés n'empêche nullement de conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain et qu'un tel événement n'est pas incompatible avec l'accomplissement d'un geste habituel. Donc, ce qui revient à dire que même si l'employé faisait ce geste-là à presque toutes les semaines, ça reste quand même un événement imprévu et soudain au sens de la jurisprudence. Autre élément aussi sur lequel la Cour s'est penchée, c'est est-ce que c'est survenu à l'occasion du travail, qui est vraiment l'élément le plus particulier en contexte de télétravail. Donc, encore une fois, vu qu'ils ont reconnu que c'est une lésion professionnelle, la réponse est oui. La salariée s'est blessée sur les lieux de son travail puisque son domicile constitue son lieu de travail étant partiellement en télétravail. C'est ça que je vous expliquais tout à l'heure. Comme elle avait 3 lieux de travail et que les déplacements même étaient habituels, ça reste qu'à son domicile, elle était considérée en travail, son domicile était dans les lieux du travail. Même si elle n'était pas à son bureau distinctement, là, le fait qu'il y avait des déplacements pouvait être reconnu comme un lieu de travail. Donc, le fait de manipuler sa valise de documents en arrivant à son domicile, qu'elle devait transporter son équipement de travail et les documents de travail pour travailler, faisait partie intégrante de ses tâches. Donc, on reste dans le contexte de travail, à l'occasion du travail, ça fait partie des tâches de déplacer son matériel, de transporter ses documents. Or, cette distinction, les conditions de travail particulières de la travailleuse, lesquelles impliquaient qu'elle se prépare durant le week-end et aux activités professionnelles de la semaine suivante,
faisait en sorte qu'elle devait sortir sa valise du coffre arrière de l'automobile. Une distinction intéressante, c'est que dans le cadre de ses conditions de travail, comme je le dis, elle devait préparer ses activités professionnelles à la fin de semaine, ce qui fait en sorte qu'elle sortait de sa valise, de son coffre, préparait le tout, restait encore une fois un contexte de travail. La finalité de son geste était en lien avec le travail accompli cette journée-là et celui qu'elle aurait à accomplir le lendemain, dans une continuité. Ainsi, le tribunal en vient à la conclusion que dans les circonstances particulières de l'espèce, évidemment, c'est on analyse chaque cas, la travailleuse était toujours dans sa sphère d'activité professionnelle au moment précis où elle s'est blessée. Elle n'était pas encore entrée dans sa sphère d'activité personnelle de congé hebdomadaire. Le tribunal a aussi pris en compte le fait qu'il s'agissait de documents confidentiels et qu'il était plus en sécurité dans la maison que dans son coffre automobile. Ça reste que dans l'aspect de la loi sur la protection des renseignements personnels qui a été élargie d'ailleurs là, à l'automne dernier, la loi 25, que vous avez sûrement entendu parler. Tous les documents, tous les éléments de nature confidentielle, évidemment, si c'est laissé dans une automobile, si c'est laissé dans un espace qui peut être, donc volé, qui peut être utilisé de la sorte, c'est peut-être préférable d'y ranger dans le domicile. Fait que le tribunal a quand même reconnu comme étant quelque chose que l'employé était en droit de faire, de sortir les documents de sa voiture. Et ensuite, on a le cas Deving contre l'Université du Québec à Montréal qui a eu lieu en 2017, donc aussi pré-pandémie. C'est quand même intéressant celui-là, là. J'avais hâte de vous l'expliquer. La salariée travaillait à titre d'auxiliaire d'enseignement pour la correction d'examens de mi-session et de fin de session avec son professeur. Elle ne disposait pas d'un local qui était fourni par l'employeur, mais étant tenue à la confidentialité quand elle corrigeait les copies d'examen, elle effectuait la majeure partie de son travail à son domicile. Un jour, le jour de l'événement, il y a une professeure qui lui donne des instructions pour la correction de nombreuses copies d'examen. Donc, on a évalué qu'il y avait plus de 120 copies, ce qui donnait une grosse quantité, c'était lourd. Elle lui donne la directive de conserver ses copies. La travailleuse transporte ses copies, son matériel de correction et son ordinateur portable dans son sac à dos. Parce que, comme je viens de l'expliquer, elle devait absolument amener tout ce matériel-là à domicile. Avant de rentrer chez elle pour ranger les copies d'examen, la travailleuse vaque à des activités personnelles sur le campus de l'université. La travailleuse décide ensuite d'aller déposer son sac à son domicile afin de mettre le matériel en lieu sûr avant de quitter pour une soirée. Donc là, on a passé de la sphère personnelle à la sphère professionnelle, à la sphère personnelle. Il y a eu beaucoup de changements dans ce cas-là. Avec son sac à dos sur les épaules, alors qu'elle se rend à domicile, elle a un accident de vélo où elle se blesse sérieusement. La travailleuse n'était pas rémunérée lorsqu'elle effectuait le déplacement. Donc, encore une fois, ici, on vous demande s'il s'agit d'un événement qui est imprévu et soudain, survenu à l'occasion du travail. Vous serez surpris de savoir que ça a été retenu. Le tribunal en vient à la conclusion que la travailleuse a effectivement subi une lésion professionnelle. On va vous expliquer pourquoi. Donc, d'abord, c'est vraiment parce que c'était à l'occasion du travail. Donc, l'événement était imprévu et soudain, ça n'a pas été contesté dans le sens où elle descendait une chaîne de trottoir avec son vélo et son sac très lourd, puis elle a chuté, là. Donc, les deux parties ont admis que c'était imprévu et soudain. Le cœur du litige s'est vraiment trouvé à savoir est-ce que c'était à l'occasion du travail ou non. Donc, pour vérifier le lien de connexité de l'activité exercée lors de la chute à vélo avec le travail, le tribunal a utilisé principalement le critère de la finalité, donc dans les 5 critères qu'on a discutés tantôt. En somme, la travailleuse apporte l'objet de son travail et ses outils de travail à la maison, ce qui apparaît être une tâche connexe à son travail. Donc, on revient un peu à ce qu'on a discuté, c'est le fait qu'elle était obligée d'apporter tout son matériel à la maison. Si, par exemple, elle avait eu un bureau à l'école, puis qu'elle avait eu le choix de faire du télétravail, peut-être qu'on en serait venu à une différente conclusion. La travailleuse, à qui l'employeur ne met à la disposition d'aucun lieu pour effectuer ses corrections, doit obligatoirement transporter ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches dans un lieu où elle pourra les accomplir, et ce lieu peut être son domicile.
Dans la présente cause, au moment où elle discute du corrigé avec la professeure et reçoit ses copies d'examen, la travailleuse est dans sa sphère professionnelle. Là, ça explique un peu, dans le fond, quand elle est tombée dans sa sphère personnelle dans l'après-midi avant de prendre son vélo, ce qu'elle faisait. Lorsqu'elle effectue les préparatifs du gala et assiste à celui-ci, elle est dans sa sphère personnelle car elle n'effectue aucune activité connexe à la correction des examens, qui est sa tâche principale. Lorsque la travailleuse met son sac à dos et enfourche son vélo dans l'unique but d'aller les porter chez elle afin de les mettre en lieu sûr pour pouvoir effectuer la correction ensuite, elle quitte sa sphère personnelle pour entrer dans sa sphère professionnelle et c'est à ce moment que survient la chute qui répond ainsi à la notion d'événement imprévu et soudain et à l'occasion du travail. Aussi, dans ce dossier-là, la travailleuse avait consommé de l'alcool, donc c'est assez surprenant, mais vous voyez comme c'est vraiment la sphère qui est analysée qui est importante. Donc, ils n'ont pas évalué, là, elle n'était pas intoxiquée, mais ils n'ont pas évalué ce critère-là comme étant assez important pour ne pas déclarer que c'était une lésion professionnelle. Dans cette affaire, le tribunal a aussi analysé les autres critères, soit le lieu, le moment et l'absence de rémunération, comme j'expliquais plus tôt, mais ils ont décidé que c'était moins déterminant là, que les critères, donc imprévus, soudains et à l'occasion du travail, qui ont fait que c'est ceux-là qui ont gagné. Ensuite, on a un autre dossier, Bertrand contre Service correctionnel du Canada, qui a eu lieu en 2023. Donc, dans ce cas-là, la salariée occupe un poste d'agente financière pour le service correctionnel du Canada, qui est l'employeur. Puis, la salariée prétend avoir subi une lésion professionnelle en raison de harcèlement psychologique de collègues de travail, ce qui est considéré comme étant une lésion professionnelle, le harcèlement psychologique dans des cas précis, c'est qui l'a mené à avoir un diagnostic de trouble d'adaptation. La travailleuse, elle soutient que c'est un cumul d'événements depuis plusieurs années qui doit être assimilé à un événement qui est imprévu et soudain. Donc, c'est pas parce que des fois, on pense imprévu et soudain, ça arrive à un moment, mais des fois, ça peut avoir lieu en plusieurs moments. Donc, par exemple, ici, on se demande encore une fois, est-ce qu'il s'agit d'un événement qui est imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail? Le tribunal a décidé que oui, c'était un événement imprévu et soudain, que oui, c'était un événement qui était survenu à l'occasion du travail, mais qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail et la lésion d'ordre psychologique. Donc, c'est le critère numéro 3 ici qui n'a pas été rempli. Donc, le tribunal a rejeté la contestation de la travailleuse. Donc, concernant l'événement imprévu et soudain, sur le plan des lésions à caractère psychique, un événement imprévu et soudain peut être un événement unique ou un cumul d'événements. Il est reconnu que des événements qui, pris isolément, paraissent bénins peuvent devenir significatifs par leur superposition et être assimilés à un événement imprévu et soudain au sens de la définition de la loi. En matière psychique, la détermination d'un événement imprévu et soudain repose sur une appréciation de l'ensemble des circonstances, qu'elles soient prévisibles ou non. Néanmoins, les faits doivent dépasser la perception, les attentes ou les exigences personnelles du travailleur ou de la travailleuse, en tenant compte de la nature du milieu de travail et ses particularités. Il est toujours approprié de ne pas confondre l'exercice du droit de gérance de l'employeur avec du harcèlement psychologique. Ensuite, un autre cas, alors contre Promutuelle Horizon Ouest 2023, encore une fois. La salariée occupait un poste d'agente à la clientèle auprès de l'employeur et 100% en télétravail. Elle dispose d'un bureau au sous-sol de sa maison où elle va se connecter au réseau de son employeur pour effectuer ses tâches. Le jour de l'événement, lors de sa pause de repas, la travailleuse est allée manger dehors à une table dans sa cour l'été. Après son repas, elle rentre sa vaisselle et son couvert à l'intérieur et ressort de sa cour pour profiter du reste de sa pause repas. C'est alors que son téléphone cellulaire tombe dans l'escalier et c'est en voulant le reprendre qu'elle tombe également et se blesse à la cheville. Donc ici, on se demande si c'est un événement imprévu soudain survenu à l'occasion du travail. Le tribunal a décidé que ce n'était pas à l'occasion du travail. Donc, tout le monde a admis que c'était imprévu et soudain. Elle a vraiment chuté dans les escaliers, mais ce n'était pas considéré comme étant à l'occasion du travail.
Ainsi, le lieu de l'événement est l'escalier extérieur de la résidence de la travailleuse qui mène à sa cour et non pas l'escalier intérieur qui mène à son bureau au sous-sol, comme on a vu pour le premier cas. Quant au moment de l'événement, il est en plein cœur de sa période de repas où, ayant fini de manger, elle peut profiter du temps qui reste dans le confort de sa cour. Elle ne vient pas de quitter sa sphère professionnelle, elle est vraiment dans la sphère personnelle. La preuve confirme également que la pause repas n'est pas rémunérée, que l'employeur n'exige aucune disponibilité de la travailleuse. Elle est déconnectée du réseau de l'employeur pendant cette pause. Il n'y a donc aucun lien de subordination, qui était le critère numéro 4 tantôt. Il est également admis que le téléphone cellulaire de la travailleuse que la travailleuse tentait de ramasser lors de sa chute est son appareil personnel et n'est pas utilisé dans ses fonctions professionnelles. Donc, vous pouvez voir à quel point le tribunal peut décider d'évaluer plusieurs éléments. Ensuite, pour notre dernier exemple jurisprudentiel, on a Leclerc contre Travaux publics du Canada qui a eu lieu en 2019. Le salarié occupait ici un poste de spécialiste en mécanique pour l'employeur Travaux publics Canada. Le jour de l'événement, le travailleur est assigné chez un client où il doit procéder à différents tests au 5e étage de l'immeuble. Il affirme qu'il effectue plusieurs allers-retours au courant de la journée afin d'effectuer les différents tests. À la fin de sa journée de travail chez le client, il retourne à son bureau pour récupérer son ordinateur portable et certains documents dont il aura besoin le lendemain, puisqu'il prévoit faire du télétravail. Après avoir rangé ceux-ci à l'intérieur de son sac à dos, il se dirige vers la gare pour monter à bord de son train pour retourner chez lui. Puisqu'il lui reste peu de temps pour se rendre, le travailleur presse le pas et marche plus vite qu'à l'habitude. La durée du déplacement est évaluée à environ 10 minutes. Donc, 10 minutes entre le lieu où est-ce qu'il a donné sa prestation de travail puis la gare de train. Le travailleur cible les nombreux déplacements effectués dans sa journée de travail et plus spécifiquement ce déplacement-là à pied entre son bureau et la gare de train comme étant la cause de son entorse au genou droit. Le travailleur affirme ne jamais avoir souffert de symptômes au genou droit avant la date de l'événement. Donc, encore une fois, ici, on se demande est-ce qu'il s'agit d'un événement qui est imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail. Le tribunal a décidé que non, parce que bien que l'événement était survenu à l'occasion du travail, il n'était pas imprévu et soudain. Les parties admettent que ce trajet effectué à pied entre ces deux endroits a eu lieu à l'occasion du travail au sens de l'article 2. La preuve démontre que le travailleur est alors en service commandé. Ce jour-là, le travailleur doit se déplacer chez un client à l'extérieur de son lieu de travail habituel et est alors considéré en voyage autorisé par l'employeur. Ainsi, le temps de déplacement de son bureau jusqu'à son domicile est considéré en temps supplémentaire par l'employeur. De plus, le travailleur peut être appelé pendant le trajet à consulter ses courriels, à répondre à des appels et même en cas d'urgence à retourner au bureau. C'est seulement lorsqu'il est de retour à son domicile qu'il n'a plus l'obligation de prendre connaissance de ses courriels ou de répondre aux appels. Donc ici, l'événement était pas imprévu et soudain aussi. Donc, le tribunal explique que le travailleur témoigne qu'il n'a pas laissé ni trébuché ou fait de faux mouvements dans la journée ou lors de son déplacement entre son bureau et la gare. Il explique qu'il marchait tout simplement, mais d'un pas plus rapide qu'à l'habitude lors de son trajet vers la station de train. La note clinique rédigée à la suite de la première consultation médicale indique d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de traumatisme ou dislocation du genou. Or, le fait de marcher constitue un mouvement normal et effectué à plusieurs reprises dans une journée. Il ne saurait pas correspondre à la définition d'événement imprévu soudain pour la seule raison qu'il l'a effectué plus rapidement cette fois-ci. Encore une fois, ce n'est pas la douleur en tant que telle qui doit être imprévue et soudaine, mais l'événement lui-même. Donc, ce dernier dossier-là, c'est pas déroulé en télétravail, mais c'était un peu pour vous expliquer, comme lui, il faisait du télétravail et des fois, il allait chez les clients. C'est important que dans votre politique, vous prévoyez ou même votre contrat de travail là, pour vos salariés, que ce soit très clair où est leur lieu de travail. On en vient maintenant à parler de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un accident du travail ou même qu'on pourrait ne pas décrire à ce moment-là comme étant un accident du travail au sens de la loi sur les accidents de travail maladie professionnelle. Qu'est-ce qui doit être fait? Quelle est l'obligation de l'employeur, de l'employé, les meilleures pratiques en fait. Donc, le délai, donc le travailleur, bien entendu, doit informer l'employeur très rapidement lorsqu'il se produit un accident. C'est sûr qu'il y a des événements pour lesquels on ne le sait pas ou on est un peu là, incertain de est-ce que ça constitue un accident, est-ce qu'on s'est blessé, des éléments des
douleurs, des choses de la sorte. Mais ça reste que dès qu'on a un doute que ça peut être lié à un milieu de travail qui n'était pas sécuritaire ou à une situation un peu ambiguë, ça reste important d'en informer l'employeur. Le délai, parce que le délai entre le moment où le travailleur prétend à la survenance d'une blessure et la première déclaration de l'employeur doit être le plus court possible. Autrement, on pourrait déduire que c'est pas un accident du travail, puisque si le travailleur ne l'a pas dénoncé rapidement, bien, soit on pourrait le relier à tout autre élément. Et aussi, c'est que ça devient difficile de déterminer la preuve. En titre de preuve, est-ce que c'est réellement un accident du travail? S'il n'y a pas une dénonciation rapide, bien, on peut faire toutes sortes de suppositions. Et après, bien, pour le travailleur, ça devient difficile de venir prouver qu'il a réellement subi un accident. Et l'employeur, bien entendu, aussi va être incertain à savoir ce qui s'est passé. Il ne va pas avoir eu d'informations suffisantes pour agir en conséquence. Et donc, ça provient de l'article 265 de la Loi sur les accidents de travail, maladie professionnelle, qui dit que le travailleur victime d'une lésion professionnelle, ou si d'être décédé ou empêché d'agir, évidemment, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat ou, à défaut, un autre représentant de l'employeur avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon, dès que possible. Et on parle maintenant de télétravail. Lorsqu'on dit avant de quitter l'établissement, lorsqu'il en est capable, ça peut être le domicile. L'établissement, sachant qu'on est maintenant au domicile ou en contexte de télétravail et qui peut être partout dans le monde, avant qu'on quitte ou avant que la prestation se termine, on devrait informer l'employeur s'il arrive un événement. Ça revient sur le fait qu'il faut éviter tout malentendu. Puis afin de s'assurer que l'employé aussi comprend bien son obligation, il pourrait être pertinent de l'inscrire dans la politique de télétravail. Comme je disais tout à l'heure, le bien définir quel télétravail, le lieu du travail, qu'est-ce qui constitue un accident en contexte de télétravail et l'obligation de le dénoncer rapidement lorsqu'il arrive un élément de la sorte. Autre chose importante, la déclaration du travailleur. Le travailleur doit décrire l'événement qui s'est produit. Il y a des documents que la CNSST rend disponibles pour que le travailleur explique l'événement ou s'il y a une consultation médicale, le travailleur va exposer la situation, puis le médecin peut le décrire dans son rapport. Et l'employeur peut avoir aussi des formulaires ou des méthodes qui permettent que l'employé puisse inscrire toute information de la sorte. C'est un élément aussi qui peut être intéressant, ce que l'employeur aille sous la main et qu'il divulgue à ses travailleurs pour que s'il arrive un événement en télétravail où l'employeur n'est pas présent pour le constater, bien, l'employé a l'information rapidement. Troisième élément qui doit être fait après ou la survenance d'un accident, la vérification. Donc, la vérification de l'employeur. Dès qu'un accident se produit, l'employeur peut obtenir des informations sur la façon dont la lésion professionnelle est arrivée, donc documenter l'incident, comme je disais, soit avec la déclaration du travailleur ou par un questionnaire ou par des questions directement que le supérieur ou l'employeur va poser au travailleur. On va suivre les procédures de notification d'accident qui sont requises par la loi. Donc, la CNSST nous oblige à déclarer l'accident. Ou si ce n'est pas la CNSST, tout autre organisme pertinent qui est dans la région. Puis, ça reste que ça peut être pertinent aussi de le faire, c'est d'informer la compagnie d'assurance avec laquelle l'employeur fait affaire, s'il y a lieu, ce qui est très recommandé, bien entendu, pour couvrir tous les soins médicaux qui pourraient être nécessaires pour le travailleur, puis autres compensations éventuelles si la blessure perdure ou s'il y a autre chose que le travailleur doit avoir pour aménager son espace de travail, par exemple. Quatrième chose, prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que la situation ne se reproduise. Risque zéro n'existe pas. Tout accident peut se reproduire à nouveau. C'est impensable de croire qu'aucun accident pourra se produire, même en contexte de télétravail. Mais ça reste que c'est important, après la survenance d'un incident, de venir évaluer les risques. Donc, on peut réaliser une enquête pour comprendre c'est quoi les facteurs qui ont contribué à l'accident. Ça peut impliquer aussi une analyse du poste de travail à domicile et des conditions de travail. C'est sûr, comme vous l'avez vu dans les décisions, ce n'était pas nécessairement au poste de travail,
dans les escaliers, dans l'automobile ou lorsque la travailleuse a sorti sa valise. Ça, c'est difficile de venir dire qu'on doit réaménager le poste de travail, mais c'est peut-être de, donner du matériel plus ergonomique, donner aussi des directives aux employés sur comment utiliser leur matériel, de la formation sur avoir un milieu de travail sécuritaire. Mais ça reste que, évidemment, il y a une limite à ce qui peut être fait, mais le plus on apprend, le plus on prend des mesures pour éviter que la situation se reproduise, bien, le mieux le travail va être. Et donc, c'est ça. Puis d'évaluer aussi si les mesures de sécurité étaient adéquates puis qui ont été suivies. Si les employés n'ont pas suivi les mesures de sécurité, ça vaut peut-être la peine de refaire une formation, de remettre en place aussi des procédures, de faire un suivi avec les employés pour qu'ils comprennent et qu'ils s'assimilent tous ces éléments-là. Révision et amélioration des mesures de prévention, revoir votre politique de télétravail, revoir votre guide d'aménagement sur la base des résultats de l'enquête. Si on détermine que c'était quelque chose qui peut être évitable, qui était évitable, ou que dans la politique, on n'avait pas bien décrit le milieu, qu'on n'avait pas bien décrit le lieu de travail aussi de l'employé, ça vaut la peine de revoir la politique. C'est quelque chose évidemment, à titre d'avocat, on peut vous conseiller aussi là-dessus. Vos personnels RH à l'interne également peuvent voir ces éléments-là, puisque c'est très important de voir à ce que les procédures soient claires. Amélioration des équipements, peut-être changer l'équipement, voire à le rendre plus ergonomique, le poste de travail, donc plus adapté aux tâches de l'employé. Si la valise de l'employé en cause était peut-être différente ou s'il y avait une façon qu'elle pouvait l'organiser dans sa voiture qui était mieux, est-ce que l'accident ne se serait pas produit? On ne le sait pas, mais ça reste que toutes des choses qui peuvent être vérifiées. Communication et engagement. C'est une autre mesure qui peut être mise en place, c'est d'informer les employés qu'il peut avoir eu un accident, les résultats de l'enquête, les mesures prises pour prévenir de futurs accidents. Ça aide à maintenir la transparence et à renforcer la culture de sécurité. Soyez informés que en ce qui concerne un événement, une maladie ou un arrêt de travail ou une situation de nature personnelle à un employé, c'est confidentiel. Par contre, s'il n'y a pas d'informations personnelles sur l'employé blessé, par exemple, qui est divulguée, ça reste conforme, mais je pense que de dire qu'il y a eu un accident ou qu'il y a eu un événement qui s'est produit, qu'il y a des aménagements qui vont être faits, ça peut être rassurant aussi pour les employés de sentir que l'employeur prend la situation en main. Aussi, suggérer des méthodes d'amélioration. Les employés sont eux-mêmes ceux qui sont en télétravail, qui vivent au quotidien cette situation-là. Soyez à l'écoute de leurs besoins puis de leurs suggestions d'amélioration. Puis faites un suivi. Je sais qu'on n'a pas toujours le temps dans notre vie très occupée, mais faites un suivi avec les employés s'ils ont tout le matériel nécessaire, s'ils comprennent les mesures de sécurité, s'ils sont bien informés des pratiques. Ça réduit les risques, évidemment, puis ça améliore le milieu de travail aussi. Ensuite, on a le concept d'assignation temporaire. C'est un concept qui est prévu par la LATMP, dont on a discuté plusieurs fois aujourd'hui. Il y a plusieurs articles là, qui prévoient, dans le fond, que l'employeur d'un travailleur qui est victime d'une lésion professionnelle peut lui assigner temporairement un travail en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi. Donc, il y a des conditions. La première, c'est que le travailleur doit être raisonnablement en mesure d'accomplir le travail. Donc, il ne faut pas lui donner un travail dont il n'y a pas les capacités, les connaissances ou la formation pour le faire. Le travail ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur compte tenu de sa lésion. Le troisième critère, le travail est favorable à la réadaptation du travailleur. Donc, la jurisprudence indique que le travail doit être agréable dans un certain sens pour le salarié pour qu'il puisse avoir le goût d'être réintégré dans son milieu de travail. Le médecin, le dernier critère, le quatrième, le médecin qui est en charge du travailleur doit avoir donné son accord.
Donc, on a quand même plusieurs critères qui sont applicables. Pour l'instant, la jurisprudence semble indiquer qu'il est permis pour l'employeur de faire des travaux d'assignation temporaire en télétravail ou dans l'établissement même de l'employeur. Donc, dépendamment de la blessure, des fois, les gens ne pourront pas conduire pour se rendre dans l'établissement. Ça serait permis que ce soit en télétravail. Finalement, ensuite, pour l'emploi convenable, si un salarié à la fin du processus de réadaptation professionnelle, donc c'est un processus que moi et Michel, on peut vous conseiller, là, c'est un processus, donc dès que l'employé, le salarié, fait un accident, il y a des réclamations à la CNSST, il est possible de contester certaines de ces réclamations-là. Si à la fin de tout ce processus-là, le salarié n'est pas capable d'exercer l'emploi qu'il exerçait lors de la lésion professionnelle ou ce qu'on appelle un emploi équivalent, l'employeur doit proposer un emploi convenable au salarié s'il y en a un disponible. Donc, c'est important, l'employeur n'a pas nécessairement à créer un nouveau poste pour regarder s'il y en a un qui est disponible au sein de l'entreprise. L'emploi convenable peut en être un qui est exercé à partir du domicile du travailleur, peu importe qui était en télétravail lors de la lésion ou pas, c'est possible d'être en télétravail. Attention, l'emploi convenable doit bien sûr respecter les limitations fonctionnelles du travailleur. Donc, à la fin de tout le processus de réadaptation professionnelle, il y a certaines limitations que le travailleur va rester avec à cause de sa lésion professionnelle, donc il faut les respecter en tant qu'employeur. Si aucun emploi convenable n'est disponible, le travailleur peut bénéficier des services d'évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer. C'est surtout la CNS, au niveau des demandes à la CNSST que ça se fait, mais sachez que ça existe. On arrive vers conclusion, recommandation. Je vais faire un suivi puisque je sens, puis évidemment, nous-mêmes aussi, on était assez, pas dire troublés, mais ça nous a surpris. Les décisions qu'on a soulevées là, qui présentaient les situations de lésions professionnelles. Soyez rassurés, il y a plusieurs décisions qui ne reconnaissent pas. On en a mis quelques-unes de l'avant, mais on voulait quand même vous présenter des cas particuliers qu'on trouvait intéressants, surtout dans le cadre de cette formation-là, où c'est d'informer les employeurs sur les obligations et les risques en contexte de télétravail et où aujourd'hui la jurisprudence est quand même assez généreuse, on peut dire ça comme ça aujourd'hui. Puis, ça reste qu'il y a encore des situations qui vont se présenter. La jurisprudence va évoluer. Comme le disait Camille, on est au début de cette analyse-là là, par des accidents en contexte de télétravail. Mais c'est important de prévenir telle situation puis d'en être bien entendu informé. Ce qu'on constate au regard des décisions, c'est qu'on vient vraiment à reconnaître là, les critères que Camille vous a présenté tout à l'heure en ce qui concerne la survenance de l'accident à l'occasion du travail. C'est souvent là qu'en contexte de télétravail, on va devoir se creuser la tête là, puis venir analyser tout petit élément. Là, est-ce qu'on est dans la sphère professionnelle, dans la sphère personnelle? Est-ce qu'on est rémunéré? Donc, c'est la connexité, la finalité de l'activité, vous l'avez vu, là, c'est vraiment des éléments qui sont très importants à s'attarder. Donc, je le rappelle, là, le lieu de l'événement est important, le moment de l'événement, la rémunération. Je rappelle les grandes lignes, donc lieu, moment, rémunération de l'activité, le lien de subordination, mais bien entendu, on vous rappelle la finalité de l'activité exercée, donc dans quel but on exerçait cette activité-là, et le caractère de connexité et ou d'utilité relative de l'activité en regard du travail. Donc, est-ce que c'est connexe au travail? Est-ce que c'est utile pour le travail? Est-ce que c'était permis aussi dans le contexte de travail? Ce qui rappelle à dire que d'être proactif en matière de santé et sécurité, c'est toujours la meilleure façon d'éviter que ça se produise. Je veux revenir sur quelques conseils. J'en ai parlé aussi lorsqu'on a élaboré de ce qui pourrait se retrouver dans une politique de télétravail. Je vais refaire un tour. Il y a peut-être des éléments qui vont se recouper, d'autres qui vont être nouveaux. Donc, quelques recommandations. Évaluer les risques. Ça reste que peu importe le milieu de travail, les risques peuvent être différents, mais c'est toujours important de voir à quel risque on se heurte selon le milieu de travail, surtout en contexte de télétravail, où on n'a pas la mainmise
surtout l'environnement de travail de l'employé, c'est quoi les risques dans lesquels on se heurte. Donc, on veut encourager les entreprises à réaliser une évaluation des risques spécifiques au télétravail pour chaque employé, qui peut inclure l'ergonomie du poste de travail, bien entendu, mais aussi les autres risques qui se retrouvent dans le milieu de travail. Vous avez vu les escaliers. On n'a pas trouvé de décision qui nous amenait à croire que l'employeur avait un droit de regard sur ce qu'il y avait dans l'escalier de son employé, mais tu sais, un peu sensibiliser l'employé, ben, s'il y a des éléments qui se retrouvent dans l'escalier, des encombrements, des choses de la sorte, ben, est-ce que ça peut être un risque, c'est ça, de dire, OK, ben, si j'ai un employé qui est en environnement de la sorte, peut-être en risque de croire qu'il va se blesser là, dans telle situation. Est-ce que ça fait partie de mes risques potentiels? C'est des évaluations qui sont importantes à faire. On suggère la mise en place d'un questionnaire ou d'une liste de contrôle là, sur les besoins spécifiques en matière d'équipement et de modifications ergonomiques. Donc, ça, c'est plus en ce qui concerne les besoins de vos employés, de voir qu'est-ce qui est nécessaire comme équipement, puis qu'est-ce qui peut être fait aussi comme modification pour rendre le tout plus ergonomique. Ergonomie, environnement de travail, je reviens à ça, mais c'est important de sensibiliser vos employés sur les troubles musculo-squelettiques, travailler sur son divan, sur sa table de cuisine, ça crée des problèmes. Vous l'avez peut-être vous-même constaté, vous l'avez peut-être même vécu, mais c'est pas une position qui, à long terme, est bénéfique pour le corps. Puis aussi, il y a un aspect de confidentialité, bien entendu, qui pourrait toucher à un autre sujet. Mais bon, bien disposer le poste de travail, bien ajuster la chaise, la disposition adéquate des écrans et aussi clavier, souris. Donc, tout l'espace de travail peut être bien aménagé. Puis, encourager donc à avoir du matériel ergonomique, puis à subventionner l'achat de ce matériel si nécessaire, voir si le poste de travail n'est pas adéquat. C'est là qu'on peut voir la répartition des coûts, là, bien entendu. Mais si on a un employé qui est 100% télétravail, ça se peut que pour le matériel de base, l'employeur va demander à l'employé d'avoir un bureau, une chaise, mais si c'est 100% télétravail, l'employeur a quand même une certaine obligation de fournir du matériel à l'employé et de lui payer, alors que si c'est un choix, télétravail partiel, bureau à l'occasion, ben, l'employeur aurait moins l'obligation de défrayer des coûts pour aménager l'espace de travail du travailleur parce que c'est pas une obligation d'être en télétravail, c'est pas convenu non plus spécifiquement peut-être dans son contrat de travail à titre de lieu unique de travail. Autre élément qu'on vous suggère, formation. On ne dira jamais assez d'avoir une équipe bien formée, d'avoir des instructions claires sur qu'est-ce qui est le lieu de travail, qu'est-ce que donc le poste de travail, comment doit-il être aménagé, être informé des risques. Donc, c'est vraiment important de faire aussi des sessions régulières de sensibilisation aux employés aux risques spécifiques liés au télétravail. Ça peut être autant les risques de stress, comme je vous ai dit tout à l'heure, stress, surcharge de travail, fatigue. Ça peut être ça aussi, la formation qui est donnée. Puis, bien entendu, formation aide à ce que les actions soient prévenues. J'en ai parlé tout à l'heure, communication, surveillance, mais je refais un suivi. Communication régulière entre les supérieurs et les télétravailleurs pour discuter de leur bien-être et de leurs conditions de travail, puis de mettre en place des politiques pour surveiller et évaluer régulièrement les conditions de travail à domicile sans empiéter sur la vie privée, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Politique, on en a parlé, donc politique qui peut prévoir tout ce que je vous parlais, et aussi la santé-sécurité. Ça peut être autant, j'ai vu dans les questions rapidement, là, je devance, mais l'aspect de santé psychologique, ça peut être de prévoir, de rappeler l'importance du bien-être mental, la prévention de la fatigue psychologique, l'isolement, et donc avoir un soutien psychologique, comme l'accès à un programme d'aide aux employés, si c'est disponible, si ça existe, si vous avez ou si vous avez des références à donner à vos employés, ça peut être bien de mentionner dans la politique de télétravail. Et assurance, j'en ai parlé tout à l'heure, de voir est-ce que vos assureurs couvrent les accidents qui se déroulent en contexte de télétravail. Ça peut être un peu
drôle à se questionner, mais oui, ça se peut que vos couvertures d'assurance ne le prévoient pas, ne soient pas assez complètes à cet effet-là. Donc, c'est important de regarder et d'examiner à les ajuster si c'est pas suffisamment couvert. Pour revenir là-dessus, on croit là, qu'avec les recommandations puis le contenu de vos politiques de télétravail, c'est la meilleure façon d'être sûr et certain, encore une fois sans le risque zéro, de couvrir et de maintenir votre obligation d'assurer un milieu de travail sécuritaire à vos employés. C'est aussi quelque chose qu'on peut être en mesure de faire et de vous accompagner à titre d'avocat pour venir évaluer est-ce qu'elle est conforme. Est-ce que vous en avez une d'ailleurs? C'est pas une obligation, mais c'est quelque chose qui est très fortement recommandé. Puis aussi, s'il arrive un accident de travail, on peut vous accompagner puis vous aider pour mettre en place ces mesures ou vérifier si il s'agit bien d'un accident du travail ou au sens de la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles. C'est le genre d'analyse aussi à titre d'avocat qu'on peut faire avec vous. Donc, pour terminer, on vous remercie énormément de votre participation. On est quand même en avance sur notre horaire. On a fait ça assez rondement. Si on est passé rapidement sur certains éléments, n'hésitez pas. Je sais que j'avais passé vite sur l'aspect de répartition des coûts. Je pourrais revenir là-dessus si ça vous intéresse. S'il y a des questions aussi qui touchent d'autres éléments, on va regarder. Je tiens à remercier le Réseau SST, Isabelle Cindy d'ailleurs, Légaré, Charles Côté aussi nous avoir connectés rapidement. C'était vraiment un plaisir d'aborder ce sujet-là avec vous et de pouvoir peut-être en reparler plus largement dans un autre contexte si vous voulez nous consulter. Ça va nous faire plaisir. Et merci beaucoup. Fait qu'on va passer là, à la période de questions. Je pense que les questions, ça venait beaucoup de Charles, de ce que j'ai vu. Fait que dans le fond, moi j'en aurais une peut-être qui pourrait, au niveau légal, avec la politique de télétravail puis les contrats de travail. S'il y a un conflit entre les deux, fait qu'exemple, tu disais qu'on pouvait modifier les politiques, mais si, exemple, dans le contrat de travail, tu avais établi certaines clauses, puis dans la politique, bon, tu te rends compte que c'est plus à jour, qu'est-ce que ça peut, il peut y avoir un conflit entre les deux qui fait que ça peut poser problème? Oui, bien entendu, ça peut causer problème. Dans le contexte aussi, on a des mesures qui sont contradictoires. Là, c'est d'évaluer qu'est-ce qui est prioritaire. Des fois, il va y avoir dans les contrats de travail ou dans les politiques des clauses qui prévoient que s'il y a contradiction entre le contrat ou la politique, c'est la politique ou le contrat qui va avoir préséance. S'il n'y a pas une telle clause qui est indiquée dans le contrat de travail ou dans la politique, ça va être de voir, c'est quoi l'intention? Donc, c'est quoi l'intention des parties? Si dans le contrat de travail, on avait pris des mesures vraiment particulières à l'employé, qui avaient des aménagements très, on va dire, personnalisés, puis que dans le contrat de travail, il y a quelque chose qui vient contredire la politique, ça se peut qu'on vienne dire, mais le contrat de travail, c'était l'intention de vouloir l'aménager pour cet employé-là spécifiquement, donc de venir un peu créer des éléments plus c'est ça, personnalisé à cet employé-là, donc pas aller dans le général de ce que la politique prévoit. Donc, on pourrait penser que le contrat de travail aurait préséance. C'est une question d'interprétation, d'intention. Je te dis généralement là, ce que j'en ai dit. Alors que si vraiment la politique, si dans le contrat de travail, il n'y a rien vraiment de très particularisé, c'est plus des éléments généraux, ben là, on pourrait peut-être croire que c'est la politique qui s'applique dépendamment là, de la situation. Mais oui, c'est important de vraiment s'assurer, puis des fois, c'est pas évident là, dans le contexte du travail de tous les jours, là, mais si vous voulez vraiment circonscrire les éléments de nature télétravail, mettez une politique, puis dans le contrat de travail, référez-vous à la politique. Puis s'il y a quelque chose de plus particulier à l'employé qui est inscrit, ben dans le contrat de travail, indiquez-le que c'est spécifique à l'employé et que bien que ce soit en contravention ou en contradiction avec la politique, c'est le contrat de travail qui prime. Parfait, merci. Fait que dans le fond, ce que tu suggères, c'est de vraiment référer à la politique de télétravail parce que s'il y a des changements dans la politique de télétravail, ça va venir automatiquement s'ajuster avec le contrat de travail. Tout à fait. Parfait, merci. Karine, tu voulais ajouter quelque chose? OK. Mais c'est une très bonne question. Oui, parce que c'est pas évident des fois d'arrimer tous les documents, là, fait que des...
Parfait, je vais regarder ce qui a été mis dans le chat là, à propos des questions. Ben, moi, j'en ai Euh, une rapidement, là, pendant que tu regardes, Cindy, autre que les miennes, là. Marie-Michel et Camille, je tiens à vous remercier. C'était une très belle conférence. Je trouvais que vous expliquiez bien les termes, puis je vous ai bien suivi. J'avais une question pour vous, Marie-Michel ou Camille, parce que moi, je suis ergonome, tu sais, de formation, et puis j'ai fait quelques évaluations à distance. Évidemment, j'en ai fait en contexte réel. Puis je trouve que j'ai arrêté d'en faire Marie-Michel et Camille à distance parce qu'il me manquait beaucoup d'informations. Et j'ai même dû aller sur place avec un droit de passage là, pour confirmer les choses. Alors ma question, c'est est-ce que vous dites comme avocate, si vous défendez une cause ou quelque chose, ergonomie à distance versus en présentiel, est-ce que vous suggérez d'en faire pareil même en virtuel? Ouais, c'est une bonne question, Charles. Certainement que la meilleure façon de venir vérifier, est-ce que je comprends ton domaine, je pense que tu vas me le confirmer, c'est vraiment de voir l'employé parce que, bon, on va ajuster la chaise, on va regarder tout le tour de son espace, on va regarder comment il est assis. C'est sûr, en virtuel, bon, ça peut être délicat, on a moins une belle visibilité générale de la situation. Fait que je te dirais, c'est pas impossible de le faire en virtuel. Ça reste que si on a un doute ou si, effectivement, à la vue de l'analyse virtuelle, c'est pas suffisant ou ça nous amène à croire que peut-être il faudrait creuser la situation, ben là, peut-être que oui, on recommanderait à l'employeur puis à son ergonome ou à la personne qui s'occupe de l'aménagement des postes de travail d'aller vérifier sur place. C'est d'expliquer à l'employé pour quelle raison. Fait que moi, je suggérerais de commencer si virtuel est possible, puis si c'est le moins, puis si c'est effectivement le moins intrusif pour l'employé, là, si, par exemple, l'employé est à, on le sait, là, des fois, c'est à des kilomètres, là, les employés sont répartis un peu partout au Québec, même au Canada, à l'extérieur du monde. Ben, si Sur une plage au Mexique? message au Mexique. Mais là, encore une fois, c'est important. Est-ce que l'employé est en droit d'agir à tel endroit? Si c'est le cas, certainement que ça peut être difficile de faire l'analyse en présentiel de son aménagement de son poste de travail. Fait que privilégier le virtuel si c'est la meilleure option. Puis là, si on a vraiment un doute, si ça devient problématique, peut-être encourager d'aller vérifier sur place peut-être des éléments aussi qui vont surgir avec l'intelligence artificielle ou des autres mesures qui vont nous permettre de faire une analyse plus exhaustive. Merci beaucoup de votre réponse. Puis, tu sais, juste pour faire du pouce sur ce que vous venez de dire, Marie-Michel, j'ai lu certaines recommandations au niveau ergonomique. Tu sais, vous parliez de divan, de lit, parce que des fois, c'est pas toujours un bureau là, avec les postures à 90 degrés, on s'entend bien. Puis, tu sais, les ballons aussi, assis sur des ballons, là, ça va jusque-là, certains aménagements de travail à la maison ou ailleurs, là. Puis je suis arrivé à peu près avec du 45 minutes sur le 8 heures. Tu sais, des fois, là, si on est assis sur un divan, sur un ballon, dans un lit, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, Camille et Marie-Michel, de ne pas exagérer les endroits inconfortables. Hmm. Mm-hmm. Non, non, c'est sûr, on s'entend, là, ça peut être tentant, là, de prendre une pause, de faire un petit quelques minutes sur son divan, son lit en commençant la journée le matin. J'ai entendu des entreprises où les politiques sont très, très strictes, c'est impossible de faire ça. OK, tu sais, mais ça reste qu'à un moment donné, est-ce que l'employeur a une visibilité 100% du temps? Ça reste que, je vous dirais, que ce qu'on a vu, si l'employeur se met à surveiller l'employé de manière continue, à savoir qu'est-ce qu'il fait à toutes les secondes, comme une surveillance par caméra, par exemple, ça pourrait être de nature intrusive. Donc, si je ramène à la question originale, oui, on pourrait avoir une certaine latitude, mais je pense que c'est de sensibiliser les employés à, ben, si ça perdure, si c'est quelques minutes, bon, ça peut être correct, comme tu disais, 45 minutes, équilibré, mais bien entendu, peut-être de rappeler aux employés que c'est pas une position qui est convenable à long terme, puis aussi que dans la politique, c'est peut-être pas le milieu de travail qu'on va privilégier. Là. Merci. C'est tout à fait. Oui,
Est-ce que, J'ai pas de questions en ben, ligne, mais moi j'aurais une autre question vas-y. par contre que je trouve que vous avez pas abordée, mais qui va quand même dans l'objectif de la conférence, c'est à propos de la du cyberharcèlement. Est-ce que vous suggéreriez qu'on mette euh, quelques informations là-dessus dans la politique de télétravail sur la civilité informatique ou on la met carrément dans la politique de harcèlement au travail? Ben, c'est sûr que ça revient un peu avec la question de Monsieur Côté là, avec la santé psychique, la santé psychologique, qui en a de plus en plus, c'est effectivement vrai. La cyber-intimidation, on pourrait un peu mettre ça dans le concept que nous, on appelle le harcèlement psychologique. Oui, c'est sûr qu'on va conseiller, même nous, on conseille souvent d'avoir une politique de prévention d'harcèlement psychologique où on pourrait prévoir spécifiquement les cas de cyberharcèlement psychologique. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on conseille parce qu'effectivement, c'est de plus en plus connu comme recours, de plus en plus dénoncé aussi dans les milieux de travail. Nous, on le voit, on a de nombreux dossiers là, qui touchent ce sujet-là. C'est sûr que c'est relativement nouveau au niveau de la CNSST, mais c'est un concept qui est important à prévoir aussi. Là. Hmm. Mhm. Donc, Parfait, merci. Est-ce que, super. Je pense qu'il y a des questions, Charles, que ah, vous aviez mis à l'écran qu'on peut peut-être aborder rapidement. Bon, des exemples de politique de télétravail. Est-ce que ça a été suffisamment répondu? ben, Euh, moi, ma question, ouais. Marie-Michel et Camille, puis je l'ai posée aussi à Isabelle Cindy, et j'ai un petit peu questionné l'étudiante qui a terminé son mémoire. Je voulais savoir, en avez-vous consulté des politiques, Marie-Michel et Camille? Est-ce qu'il en existe beaucoup? Puis même les gens qui sont à distance, je sais qu'il y a des gens RH à distance, là. En avez-vous? Oui, bien sûr, il y a de tout. Aujourd'hui, on peut trouver sur Internet toutes sortes de bases de politiques. On en produit nous-mêmes des politiques pour les clients. Donc oui, on a. C'est sûr qu'avoir une espèce de modèle de base, il y a C'est des ça. concepts, c'est comme la définition de télétravail, mais ça dépend beaucoup du milieu de travail. Ça, Puis c'est la vrai. meilleure façon d'avoir une politique complète puis structurée, ben, c'est vraiment faire une analyse du milieu de travail puis de venir se questionner sur ben, c'est quoi réellement ce que j'ai besoin que ma politique de télétravail comprenne. Je vous donne un exemple. Les bureaux professionnels, comme les cabinets d'avocats, les cabinets comptables, notaires, ben, il y a une question de confidentialité. C'est très important de prévoir dans la politique de télétravail, ben, est-ce qu'on a un bureau fermé comme l'exigent les ordres professionnels? Pour un Hmm, avocat, ben, nous, en télétravail, il faut s'assurer qu'on a un bureau fermé dans l'espace de travail qu'on est. intéressant. On peut isoler notre espace. Donc, oui, travailler dans une cuisine, si on est tout seul, OK, mais s'il y a des gens qui se promènent alentour, ça pourrait ne pas être accepté selon notre ordre professionnel. Fait Les que là, documents confidentiels, entre autres, hein, Marie-Michel? exactement. Donc, ça, est-ce qu'on a de la documentation qu'on transporte? S'il y a de la documentation qu'on transporte, est-ce qu'on peut la mettre dans un classeur barré? C'est sûr de la sorte qu'on se questionne. Donc, oui, ça, c'est des éléments qui sont peut-être pas dans les politiques standards générales, mais qui peuvent être pertinentes d'intégrer selon le milieu de travail, là. Mais oui, c'est tout à fait quelque chose qui est possible puis qu'on encourage les gens à avoir parce que c'est pas une obligation comme la politique de harcèlement l'est depuis quelques années, mais peut-être que ça va le devenir. La Et loi 42. c'est ça, ben, c'est ça. Puis le projet de loi 42, ben là, avec le harcèlement psychologique, des nouvelles mesures qui ont été mises en place, on vient encore rajouter des obligations au niveau du contenu des politiques. Fait que je suis sûre et certaine que ça va éventuellement le prendre plus de place. Puis Marie-Michel, pour faire du pouce sur Cindy, qu'est-ce qu'elle disait? Puis vous, qu'est-ce que vous disiez, Marie-Michel, par rapport à, tu sais, le harcèlement, puis Camille aussi en a parlé, en octobre, tu sais, 2025, pas juste le harcèlement, mais octobre 2025, les employeurs n'auront pas le choix d'évaluer les risques sur la santé psychologique en milieu de travail. Fait que je trouve que votre conférence arrive à un bon moment. Mhm. Ouais, on n'en a pas parlé beaucoup parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de décisions. On a la décision sur le harcèlement psychologique qu'on De a 2023, là, que j'ai vu. C'est ça qu'on a soulevé. Ça reste que tout ce qui est trouble de nature psychologique, c'est vraiment difficile. Le lien de causalité entre les deux, puis bien entendu, le critère de l'événement imprévu et C'est ça. soudain.
C'est ça. Ça reste que la jurisprudence évolue tranquillement là-dessus parce qu'on le sait très bien que des troubles de nature psychologique peuvent avoir un aspect de continuité, puis pas nécessairement d'un élément franc comme une blessure corporelle. Mais bon, il y a une adaptation qui se fait, il y a une écoute aussi de la part des tribunaux et aussi des gouvernements parce que le projet de loi 42 a aménagé le tout. On va suggérer aussi éventuellement à nos clients là, des aménagements parce que ça a été adopté en mars dernier, fait que ça va Exactement. venir en vigueur très, très rapidement pour plusieurs articles. Donc oui, ça évolue, mais il n'y a pas beaucoup de jurisprudence encore là-dessus. Mais c'est trop jeune, c'est pour ça, Marie-Michel? Oui, puis ça reste que, ben c'est ça, le télétravail, c'est encore jeune, C'est les jeune de aussi. nature psychologique, certainement, je ne vous cacherai pas, c'est difficile. On en fait, là, un travailleur qui doit se rendre jusqu'au tribunal pour défendre un dossier de nature psychologique, c'est très difficile émotionnellement. Donc, il y a beaucoup de dossiers qui ne se rendront pas jusque-là, qui vont être réglés avant, ou que l'employé va être découragé à adresser telle situation jusque-là, là. Hmm. Bon, Moi, mais oui, vas-y, Cindy. non, mais c'est bien. Fait que c'est seulement pour vous dire que j'ai pas de questions en ligne. Fait que si Charles a Moi, d'autres questions, on peut comme. j'en ai, mais tu sais, je l'ai mis dans le chat aussi, mais je suis pas sûr que les gens à distance voyaient le chat de nous. Mais moi, j'ai beaucoup aimé quand on parlait d'escalier. Hey, j'ai pris des notes, là, Marie-Michel ou Camille, là, quand vous parliez, tu sais, les escaliers. Mais moi, c'est drôle parce que j'ai donné un cours d'ergonomie de conception. Puis j'ai mentionné le Alvin R. Tilley, là. Il y a des livres qui existent pour les dimensions d'escalier minimales pour pas se blesser. Ça existe. Tu sais, est-ce que l'employeur va aller jusqu'à mesurer la profondeur des marches? Là, j'étais parti dans mon jeu. Mais j'avais pas pensé avant, tu sais. Puis je trouvais, tu sais, je vous écoutais, puis même aussi, tu sais, un employé qui travaille à la maison, l'alcool, ça va, ça se dissipe s'il n'a pris la veille. Mais tu sais, quelqu'un qui aurait pris un peu de drogue, là, le dimanche, puis là, il déboule les escaliers lundi matin à sa pause. Là, tu sais, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pas évident, là, de savoir, était-il sous l'effet de quelconque substance? On le sait pas, là. En tout cas, je voulais vous entendre là-dessus, Marie-Michel et Camille. Oui, ben peut-être Camille, parce qu'elle a abordé la décision de la travailleuse qui était en vélo, là, avec son Ouais, elle était, hein, elle était feeling un peu. Et ça fait partie beaucoup des difficultés aussi en télétravail, comme on a expliqué, de la différence entre la sphère personnelle, professionnelle. Souvent, on se retrouve entre les deux d'un passage d'une sphère à une autre sphère. Le tribunal va vraiment évaluer tous les éléments. Fait que, tu sais, ce serait difficile de répondre dans ce cas-là. Le tribunal Mhm. déciderait telle chose. C'est sûr que c'est plus risqué. Par exemple, pour ce qui est de la consommation, si l'employé a à se déplacer vers l'établissement, peut-être qu'il y a moins de risques, vu qu'il y a d'autres employés qui peuvent le voir, l'employeur peut le voir aussi, alors que quand c'est à la maison, on a moins de contrôle sur les gestes de l'employé. C'est sûr que s'il y a consommation pendant le travail, c'est vraiment un autre sujet complet. C'est vrai. Mais oui, ça pourrait être délicat de déterminer aussi les causes de l'accident. Est-ce que par exemple, il y avait eu consommation, donc la personne n'était pas à jeun, donc ça a causé l'accident. Peut-être qu'on pourrait venir toucher ici le lien de causalité de l'accident là, pour plaider que dans le fond, c'est pas une lésion qui est professionnelle. Fait qu'il y a quand même plusieurs éléments qui sont importants Intéressant. à prendre en compte. Ouais. Mm. Ça reste, c'est ça, c'est qu'il faut penser que l'employé est au travail au même titre que s'il était dans les établissements de l'employeur. Fait que si on intègre une interdiction dans les conditions de travail, dans la politique de télétravail, dans toutes les Exact. conditions de travail en général, de consommation d'alcool ou de drogue pendant, bien entendu que ça s'applique aussi en télétravail. C'est là où l'employeur doit, est-ce qu'il y a une tolérance qui s'est appliquée? Est-ce qu'on est strict sur ces éléments-là? Mais c'est là qu'il faut dire, ben, on est toujours au travail. C'est pas parce qu'on est à la maison que la situation est différente. Là. C'est les mêmes principes qui s'appliquent, mais j'avoue que l'aspect de je suis en pause ou je suis juste après ma période de travail, je m'en vais dîner, comme la première décision, la travailleuse elle venait tout juste de commencer sa pause dîner. Si elle avait été si elle avait eu une consommation quelconque, est-ce que ça aurait été pris en compte? Est-ce qu'on aurait déduit que ce n'est pas un accident de travail?
peut-être la situation est très différente. Tu sais, Maître Savard, Maître Poirier et même Maître Henry à distance, tu sais, pour donner un petit peu de jus à nos gens qui écoutent à distance, est-ce que vous nous recommanderiez certaines lectures, certains livres, certains textes? Exemple, parce que vous avez bien ciblé la politique de télétravail, qu'est-ce qu'il fallait avoir dedans? Euh, mais est-ce qu'il y a des références que vous nous suggéreriez, vu qu'on est dans un contexte un peu universitaire avec le réseau SST? Ben, c'est sûr que nous, c'est beaucoup sur la jurisprudence qu'on se base. C'est sûr que c'est notre outil de travail qui est principal. On a certaines doctrines qu'on a utilisées, mais encore une fois, c'est très, très récent comme concept. Il n'y a pas nécessairement de livres qui sont entièrement sur ce sujet-là pour ce qui est de la prévention et même quoi faire avec l'accident. C'est toutes des règles qui ont découlé un peu de la jurisprudence. Fait que nous, c'est beaucoup sur la jurisprudence de la commission de la CNSST ou du tribunal administratif du travail qu'on s'est basé. Juste peut-être. Oui, Marie-Michel, je ne veux pas vous couper. Non, mais j'allais dire, tu sais, j'ai vu aussi, c'est peut-être ça que vous aviez parlé, là, Charles, dans les questions, j'ai vu que vous avez marqué un commentaire sur un livre qui semble en construction, là, qui va sortir bientôt. Moi, j'ai été appelé, Marie-Michel, comme, tu sais, à l'université, les profs, on enseigne, on fait de la recherche, puis il faut créer des choses. Fait que j'ai conçu un chapitre 7, parce qu'il y a un livre qui va sortir en septembre 2024. Tu sais, vous m'ouvrez, là. Je voulais juste dire qu'il y avait 14 chapitres. C'est un livre qui va être fait par un collectif d'auteurs sur le télétravail. Et puis, je ne sais pas si on va... Là, il faut que je regarde tous les chapitres. Moi, j'avais la charge mentale au travail en télétravail, mais... Tu sais, j'incite les gens peut-être à se le procurer en septembre. Je vais vous envoyer ça via le réseau SST quand ça va être prêt, mais j'ai fait les finalités cette semaine du chapitre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est, comme a si bien dit Marie-Michel, Maître Savard, c'est récent. Et même quand on est allé au HEC, j'étais à l'ACFAS l'année passée, puis on parlait du télétravail, puis on était post-pandémie, mais il y a plusieurs décisions légales qui est arrivées pendant la pandémie. Il n'y en a pas beaucoup post-pandémie. Puis nous, on s'est penché sur la prévention post-pandémique au niveau du livre, en tout cas. Tu sais, je voulais juste vous le dire, mais Marie-Michel puis Camille, vous avez bien répondu. C'est que oui, il existe un livre de loi là, en SST, hein, des éditions Blais, là, le fameux livre rouge que vous connaissez. Là. Mais moi, je trouve que j'ai vraiment aimé quand vous avez parlé à qu'est-ce qu'il faut inclure dans la politique. Et vous avez dit la formation. Puis je trouve que des fois, on n'insiste pas assez sur la formation. Puis c'est la première des choses pour changer un comportement, c'est de connaître, de savoir. Non, tout à fait. Puis je vais revenir, là, Charles, vous avez parlé de la présence de Victoria Henry, mais Victoria Henry qui est aussi dans notre équipe, qui a collaboré énormément à la préparation de cette formation avec Camille et moi, que je veux remercier d'ailleurs pour sa participation. Puis pour revenir sur l'aspect de la doctrine, là, bien, vraiment, je prends bonne note de la publication du livre prochainement. Ça va être beaucoup d'intérêt qu'on va lire ça. Puis oui, nous, on regarde un peu ce qui se fait. C'est encore nouveau, il y a des choses qui sortent. C'est sûr que nous aussi, on fait une analyse de, OK, si c'est un avis, est-ce que c'est un avis légal? Est-ce qu'on rentre dans un avis qui pourrait être applicable? C'est sûr que nous, il y a un aspect de, est-ce qu'on c'est plus une opinion, une préférence? Il y a plein de choses qui se disent. Nous, on voulait concentrer notre présentation sur l'aspect peut-être un peu plus légal ou de ce qui a été découlé, ce qui a découlé des décisions qui ont été retenues. C'est important. Merci de dire que le contenu de la politique, on s'est creusé un peu la tête parce que c'est pas quelque chose qui est énormément abordé par la jurisprudence, les contenus politiques, même c'est pas beaucoup abordé. On savait pas si dans certaines situations, il y avait même en place une politique où il aborde sommairement que oui, il y a acceptation du télétravail, qu'il n'y a pas, par exemple, précision du lieu de travail, mais à venir décrire le contenu d'une politique, on est allé sur ce qu'on a lu un petit peu par-ci, par-là, ce qu'on a aussi, nous, déduit des cas qui nous ont été présentés pour vous donner quelques idées de base parce qu'on sait que c'est essentiel là, de bien être enseigné puis d'avoir une politique la plus claire possible. Marie-Michel, excusez, Maître Savard, vous avez dit Pas de problème. c'est essentiel d'avoir une politique. J'ai retenu vos mots, là, parce que c'est important les mots quand on est avocat. Puis pas juste quand on est avocat. Parce que je veux juste dire, les gens qui écoutaient, Maître Savard vient de dire,
dans le fond, que pas de politique, free for all un peu. Politique, C'est ça. c'est C'est les principes de base, mais effectivement, si la personne, il y a pas de politique de télétravail, OK, il peut avoir dans le contrat de travail des spécifications sur, OK, le lieu de travail, c'est 100% télétravail. OK, mais après, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qu'on accorde, c'est comment est aménagé le milieu de travail, qu'est-ce qu'on fait pour l'employé ou non, qu'est-ce qui constitue son horaire de travail. Et parlons, Maître Savard, je suis tannant, là, mais ça bouille dans ma tête, c'est que j'ai participé à 2 décisions que la personne s'est cassée une cheville dans le stationnement des lieux de travail physiques. Mhm. Là, vous me voyez venir, là. On est à la maison, il fait une tempête, je m'en vais déblayer la voiture pour aller chercher quelque chose à l'épicerie, mettons. Mhm. Ou ça peut être un crayon Bic pour travailler. Ma question, c'est, tu sais, je suis dans un stationnement physique de l'université, je me brise une cheville, c'est reconnu comme étant du terrain de travail. Mhm. Et le télétravail, il arrête tout le terrain. Ben, c'est ça qui est important à préciser parce que comme on l'a vu dans la situation où l'employé qui a sorti sa valise de son coffre d'auto, elle avait 3 milieux de travail. Elle avait son domicile, les déplacements chez des gens, puis le milieu de travail de l'employeur. Puis, il fallait qu'elle déplace son matériel, ça c'était une obligation. Et donc, là, elle arrivait à la maison, elle avait l'obligation elle avait en tout cas la recommandation forte de faire du travail pendant les fins de semaine pour préparer. Donc là, on considérait qu'elle était toujours dans sa sphère professionnelle. Mais si c'est pas un travail, si elle arrivait à sa fin de semaine, qu'elle n'était plus au travail, que c'était pas attendu de sa part qu'elle travaille pendant la fin de semaine, euh, même si elle était en télétravail, par exemple, là, on pourrait croire que c'est pas un accident, mais oui, tout est selon qu'est-ce qu'on reconnaît comme du travail, c'est quoi le milieu de travail, est-ce que les déplacements qui font un fil. Mais si vous parliez d'aller chercher un crayon pour le travail, bon, est-ce que l'employeur reconnaît ça comme une tâche de travail, une responsabilité de travail? C'est vrai. Ouais, c'est vraiment pas évident. Chaque milieu est interprétable, chaque situation. Puis là, c'est sûr, c'est ça que je vous disais, le domicile. C'est le domicile et le travail. Mais le domicile, on l'a vu tout à l'heure, l'employé qui était à l'extérieur en train de faire sa pause repas, mais elle était dans sa sphère personnelle, était dans l'escalier extérieur. C'est ça, là. C'est si elle avait dîné à l'intérieur de la résidence, qu'elle prenait l'escalier, que c'était un téléphone de l'employeur qu'elle devait ramasser. Fait que tout dépend de quel élément devait être pris en compte. Là. Merci beaucoup. Cindy, je vais m'arrêter. Oui. Mais Ben, je voyais peut-être d'autres questions, parce qu'on a encore du temps, si vous me permettez. Là. On a parlé de l'alcool, la santé psychique, c'est ça, on en a parlé que c'était plus compliqué. J'ai vu le temps de suivi. Oui, parce que je recommandais de faire des suivis avec les employés pour voir comment était aménagé leur poste de travail ou s'il y avait des besoins particuliers. C'est sûr, là, j'ai vu 1 mois et il y a pas de règle particulière. Ça dépend. Moi, je voudrais si au début, si l'employé commence à faire du télétravail, bon, faire tout de suite une vérification du poste, vérifier qu'est-ce qu'il y a besoin. Et là, ça peut être à chaque mois, ça peut être aux 3 mois. Puis si, là, vous avez un doute sur l'espace de travail, ou s'il y a une situation qui s'est produite, un accident par la suite, ben là, les suivis peuvent être plus serrés pour éviter que ça se reproduise, puis aussi vérifier que le milieu de travail est adapté si le milieu a à être changé, ou si l'employé, on veut éviter qu'il se reproduise un accident, mais là, évidemment, il faut être plus serré dans le suivi. Là. Il y a tellement des belles choses que vous dites. Tu sais, quand, je ne sais pas si c'est Camille ou Marie-Michel, j'avais noté plein de choses. Tu sais, l'inspectrice de la CNESST, elle, ça a un avis légal de rentrer, elle a le droit de rentrer. Hein? Ouais. Puis moi, je recommande peut-être aux gens à la maison, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Camille et Marie-Michel, tu sais, d'avoir un genre de checklist en ergonomie. J'ai beaucoup aimé, Marie-Michel, tu parlais de troubles musculo-squelettiques, tu parlais de posture. Puis moi, je trouve que la checklist ou quelque chose, tu sais, qui pourrait être recommandé à donner aux employés, hein, je pense, à la maison, pour voir si tout est, tu sais, convenable.
Tout à fait. Effectivement. Ouais. Ah, certainement. Je pense que vous êtes le mieux placé, Charles, pour parler de ça. Mais vous Mais l'avez parlé, les avocats en ont parlé ce matin. Moi, j'étais content, là. non, mais certainement, là, ça va de soi, là. C'est des recommandations qui peuvent être intéressantes. Encore une fois, bien trouver l'information, soit en parler à un professionnel de la santé, dont un ergonome, ou d'avoir de la documentation qui est vraiment reconnue comme telle. Parce que on peut avoir des informations, mais ça peut ne pas être adapté à la personne. Il y en a qui ont des besoins particuliers aussi. Fait que vérifier les besoins particuliers, ça c'est important, on n'en a pas parlé, mais s'il y a des aménagements, des accommodements qui doivent être faits pour la santé et la sécurité d'un employé, que ce soit de nature physique ou psychologique, ben oui, en télétravail, c'est la même chose. Il faut, Camille en a un peu parlé de l'emploi convenable, là, mais il faut là, que le milieu de travail soit adapté s'il y a des besoins particuliers aussi en télétravail. Merci beaucoup. Super. Y avait-tu autre question qu'on surgit Non, vous avez fait vraiment le tour là, de tout ce qui avait été posé comme question. Puis en même temps, je pense que vous avez fait vraiment un bon survol là, pour aider au moins les employeurs à se mettre de l'avant pour les politiques de télétravail, puis avoir une pensée sur comment analyser notre milieu de travail pour avoir une politique efficace. Tout à fait. N'hésitez pas, je vais laisser aussi le dernier mot à ma collègue, mais n'hésitez pas si vous avez des questionnements aussi, que ce soit de nature juridique. Des fois, c'est peut-être pas spécifiquement parce qu'il y a un accident qui s'est produit, mais on peut agir aussi en prévention pour mettre en place la politique, vérifier si elle est conforme, vous aider aussi dans la rédaction, dans la révision de vos politiques, l'aménagement des postes de travail, là, certainement, parce que là, on vous a donné beaucoup d'infos, mais peut-être que pour votre situation particulière, ça vaudrait la peine de creuser la question, là. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup, Maître Savard puis Maître Poirier.